Bienvenue sur le podcast Parlons Peau, Parlons Bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Saraka et aujourd'hui avec Erika Dovel, nous remplacerons Anita Safi. Bonjour Erika. Bonjour Sarah. Dans cet épisode, nous discuterons des cheveux afro, de leur texture, de leur entretien, leur diversité, etc. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous Hélène Saloumou, la fondatrice d'Ouzi Herbar. Bonjour Hélène. Bonjour Sarah, bonjour Erika. Tu vas bien? Très bien. Tu es heureuse d'être avec nous? Très heureuse d'être avec vous. Nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous aussi. Alors Hélène, est-ce que tu nous ferais l'honneur de te présenter? Bien évidemment. Donc moi je m'appelle Hélène Saloumou Lingué, j'ai 32 ans et comme Sarah tu l'as dit, je suis la fondatrice du bar à soins capillaires Ouzi Herbar. Donc je vais vous faire un petit peu, on va dire une mise en abîme de qui je suis, de mon parcours. Okay. Donc moi j'ai un background en finance. J'ai terminé en 2016 donc à l'ESSEC, donc finance gestion d'entreprise. Et durant mon parcours académique, j'ai eu l'occasion de faire un mémoire sur la visibilité des cosmétiques pour les femmes subsahariennes. Ok. Donc, de savoir s'il existe un marché intéressant donc pour la femme subsaharienne, ce qu'elle consomme, et vraiment de voir est-ce qu'il y a des marques qui seraient vraiment appropriées pour nous, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau des cheveux. Et par rapport à ça, en fait, très vite, la question s'est posée sur l'entretien du cheveu crépus. Je me rendais au fur et à mesure que je prenais soin de mes cheveux qu'il n'y avait pas forcément de salon de coiffure adapté. Okay. Quand je dis salon de coiffure adapté, c'était plutôt dans l'entretien parce qu'il y avait Cartier Matongué où on peut se faire tresser, tisser, oui, etc. Oui. Et du coup, j'ai eu dans mon parcours académique à rentrer dans l'incubateur de l'ULB, le Start Lab. Et ça, c'était toujours dans le cadre de ta première formation à l'ESSEC? C'est ça. Parce que progressivement, l'idée de comment je pourrais dire ça, l'idée de faire un projet autour du cheveu crépus devenait de plus en plus insistant. Donc, je me disais, OK, il faut que je trouve en fait un moyen de mettre en place en fait ce projet que j'avais, on va dire, à cœur, de par mon... comment je pourrais dire ça? Désolée. De par mon mémoire d'abord, dans un premier temps. Et donc du coup, je suis rentrée au Start Lab. Et là, en fait, à côté du boulot aussi, il faut savoir que je coiffais. Okay. Donc je coiffais... en fait, non, pourquoi j'ai du boulot? Je vais pas parler de mon boulot encore. Hein. Non, mais c'est pas grave. Désolée. Donc, tu nous disais que tu as fait donc une première formation à l'ESSEC et que dans ce cadre-là, tu as eu à traiter de la question du cheveu afro. C'est ça, exactement. Exactement. Mais que durant ta formation, même quand tu étais alors étudiante, tu faisais déjà sur le côté comme ça un petit peu de coiffure alors? C'est ça, donc je faisais de la coiffure. Donc voilà, moi j'ai commencé à coiffer à l'âge de 9 ans avec ma grande sœur. Ah oui, ok. Donc je terminais les bouts des rastas de ses clientes. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 17 ans, donc moi, j'étais défrisée très tôt. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai été défrisée. À l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux et de redécouvrir en fait mes cheveux naturels. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis dit, ce serait intéressant de voir quels sont les produits qu'il y a dans le commerce pour pouvoir entretenir ses cheveux. Donc, je fais un petit switch en arrière. Et donc, mon mémoire. Ensuite, le Start Lab où, en fait, j'ai juste exposé en fait un projet que j'avais à cœur de parler en fait de l'entretien des cheveux texturés. Ok. Donc, et à côté de ça, donc j'ai terminé mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé 4 ans en entreprise. Ok. Et durant ces années-là aussi, j'ai fait une formation de coiffure classique en cours du soir. Okay. Donc, une fois par semaine, je me rendais dans une école privée à Uccle où j'ai eu les bases en coiffure. Donc, les bases. Tu peux nous dire ce que tu faisais comme métier? Comme métier. Donc, j'étais contrôleuse de gestion. Contrôleuse de gestion. Donc, et c'est à côté de ça que tu t'es intéressée. Exactement. Donc, pour refaire la chronologie, pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous expliquer. Donc, moi, on m'a défrisée très tôt. Oui. À l'âge de 17 ans, je redécouvre mes cheveux naturels. Oui. Je décide de m'informer sur les produits qu'il y a pour entretenir les cheveux crépus, puisque... à un moment donné, quand on se retrouve avec une touffe, comme je dis toujours un coton,
de nuages sur sa tête, il faut l'entretenir. Tout à fait. Et donc, du coup, j'ai commencé à aller dans les commerces. Les premiers commerces, c'était ceux de la Porte de Namur. Je suivais aussi plein d'émissions sur YouTube et tout pour savoir comment entretenir, du coup, mes cheveux. Et puis, par rapport à ça, je me suis rendu compte que si moi, j'avais ce problème-là, c'est qu'autour de moi, il devait y avoir d'autres personnes. Puis, j'ai créé un blog dans lequel je parlais un petit peu de mon expérience. Donc, j'ai eu l'occasion aussi d'aller, en fait, en Erasmus en Angleterre. Et en Angleterre, c'était beaucoup plus diversifié. Hein. Donc, comme là-bas, je pense qu'en termes de diversité, ils sont beaucoup plus ouverts. Tous les produits que je retrouvais sur YouTube, j'ai retrouvé dans les commerces. Chose que je ne voyais pas à l'époque à Bruxelles. Et là, je me situe en... mon Erasmus, c'était quand? Je dirais 2013-2014. Donc, il n'y avait pas tous ces produits qu'il y a maintenant, là où on peut vraiment avoir accès à... Ça fait déjà 10 ans. Ouais, ça fait déjà 10 ans. Ben oui, 10 ans. Oui. Ça passe super vite. Et on ne trouvait pas tous les produits. Donc, moi, ce que je faisais, c'était que j'achetais tous les produits, je les testais et j'écrivais, en fait, les effets négatifs ou positifs que je pouvais voir sur mes cheveux et je le partageais. Et je le faisais aussi avec ma grande sœur qui, elle aussi, aimait bien donc tout ce qui avait attrait, en fait, à l'entretien du cheveu. Et je me rappelle, on avait appelé notre blog Sistas Beauty simplement nous parce que, voilà, on était des sœurs et que c'était nous et que on n'était pas expertes, mais on partageait simplement, du coup, notre avis. Et de ce blog-là, les gens commençaient à me poser des questions. Ah, mais comment? Pourquoi tes cheveux sont comme ci? Et donc, je me suis dit, en fait, au final, c'est qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, avec toute l'information qu'il y avait à l'époque, parce que je pense qu'il y a eu vraiment une vague, je sais plus en quelle année, c'est dans... Si tu restes en 2010, à partir de 2010. Ouais, 2010, je dirais, il y a vraiment une vague du retour au naturel. Donc, tout le monde se posait des questions. Ça a commencé à être médiatisé. Exactement. En venant d'abord des États-Unis, avec les Hair Journey et des choses comme ça. Exactement. Et tout le monde voulait un petit peu être dans la tendance, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait ce blog-là. Et comme je vous ai dit, j'ai fait un mémoire sur ça. Et de fil en aiguille, je suis un peu une personne orientée solution. Donc, je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un espace ou des personnes qui pourraient justement nous aider à entretenir nos cheveux. Et c'est comme ça que l'idée est venue de pouvoir, en fait, de mettre en place ce projet-là. Et donc, voilà, je suis rentrée dans un incubateur. J'ai été coachée et ils m'ont aidée progressivement à mettre en place, du coup, ce projet. OK. Et donc, aujourd'hui, tu es coiffeuse. Aujourd'hui, je suis coiffeuse. Aujourd'hui, tu es coiffeuse. À quel moment est intervenue ta formation de coiffeuse dans toute ta chronologie? Elle est arrivée en 2018, je dirais. Donc, c'est là où j'ai décidé Donc, tu as commencé l'école de coiffure en 2018. C'est ça, en cours du soir. En cours du soir. Après le boulot. Après le boulot, tous les lundis, une fois par semaine. De 19h à 21h. À côté de ton blog? Non, le blog, en fait, c'était déjà terminé à ce moment-là. Voilà, à un moment, j'avais arrêté. Et donc, du coup, j'avais gardé simplement le Sistas Beauty, où j'avais créé mon Instagram. Et là, je montrais simplement toutes les coiffures que je faisais. Mais ça a été en tout cas toute une continuité et un cheminement. Exactement. Qui a mené au projet Ozy Herbar. On est passé du blog à la page Instagram et à ces cours de coiffure où, en fait, je me suis retrouvée confrontée au fait que dans mon manuel de coiffure, il n'y avait rien sur le cheveu texturé. La seule chose qu'il y avait, c'était que c'est un cheveu compliqué. Et moi qui étais naturelle, je me disais compliqué, j'arrivais pas à ça matchait pas dans ma tête. Je me disais, mais compliqué dans quel sens? C'est juste que vous n'avez pas les techniques, vous n'avez pas les bases. Et donc, du coup, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Tu avais déjà fait un constat, en fait, dès le début. Donc, en fait, ici, toi, tu as une certaine formation, mais tu as quand même des intérêts pour le cheveu afro. Exactement. Des intérêts qui viennent de ta propre enfance, de ta propre expérience. Et puis, apparemment, que tu partages aussi une curiosité que tu as partagée avec ta sœur. Yes. Et finalement, ça a mené à ta formation de coiffure qui vient en fait concrétiser le fait que tu faisais déjà de la coiffure finalement en autodidacte, si je comprends bien, et que tu aimais t'intéresser en fait à ce qu'on met sur les cheveux afro, etc. Exactement. Donc, tu as complété ça par une formation pour officialiser. Exactement. C'est un petit peu le début du cheminement, comme on disait. Mais du coup, si je peux intervenir, donc c'est comme ça qu'est né Ozy Herbar. Et donc, est-ce que tu peux un peu plus nous parler de Ozy Herbar, l'inspiration du nom, comment ça t'est venu? Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, l'essence d'Ozy Herbar. Donc, après tout ça, donc une fois que j'avais fait ma formation, que je coiffais à côté, donc à la maison,
La question s'est posée, OK, mais tu peux pas gérer ton boulot, en même temps ta passion pour la coiffure, il faut faire quelque chose. Et le Covid arrive. Il se fait que moi, je travaille dans une boîte où on produit du chocolat. Et donc, principalement, les chocolats sont vendus où? À l'aéroport, dans les endroits touristiques. Et là, il y avait de moins en moins de personnes qui achetaient du chocolat. Donc, au niveau de l'entreprise, ça devenait un petit peu tendu. Et du coup, moi, de plus en plus, mon projet prenait de l'ampleur puisque j'étais coachée au Start Lab. Plein d'opportunités commençaient à venir. Donc, je me suis dit, Hélène, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas mener deux fronts parce que ça t'épuise. Tu coiffes, tu travailles, tu gères ton projet. Donc, il faudrait restructurer tout ça. OK. Donc, en gros du gros, donc, j'ai eu l'opportunité de partir de mon travail et partir avec des indemnités. Donc, ce qui a permis de bien développer mon projet. Et à côté de ça, il faut savoir que donc, je suis passée de Sistas Beauty, le blog, à Sistas Beauty coiffure. Et je me suis dit, Hélène, écoute, tu dois rendre ton projet professionnel. Donc, c'est-à-dire que si tu veux en vivre, tu ne peux pas juste dire que tu as juste une page Instagram. Oui. Il faut en fait créer une histoire. Donc, il faut trouver des valeurs. Il faut que tu puisses correctement transmettre en fait ce qui est à l'intérieur de toi au public. Okay. Et donc là, j'ai décidé de m'entourer d'une agence de communication, donc l'Aurore Studio, avec qui on a travaillé aussi presque 2 ans sur l'essence du projet. Donc, on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur le côté artistique. Qu'est-ce que je voulais en fait transmettre à mes clients? Et en fait, là, elle me dit, mais écoute, Hélène, le nom, ça va plus. Oui, donc vous avez... En fait, on arrivait, en fait, c'était vraiment... Brainstormer et la conclusion, Donc, en fait, ça allait dans tous les sens. On était là, super. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, Hélène, il y a un truc qui bloque. Je dis quoi, le nom? Elle fait, ça... Tout ce que tu me dis, tes valeurs... Et c'était quoi ces valeurs? Moi, c'est le partage, le côté intergénérationnel, le voyage, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. Oui, c'était ça. Donc, vraiment, le partage, le fait que les gens se sentent bien en rentrant dans mon salon. Et donc, toutes ces valeurs-là, il y avait un moment donné, on ne le retrouvait pas dans le nom. On ne le retrouvait pas dans ce que je voulais transmettre, en fait. Donc, elle me dit, écoute, on va arrêter pour l'instant de travailler ensemble. Je te laisse le temps de réfléchir un petit peu, de trouver un nom. Oui. Et là, moi, j'étais frustrée parce que je me dis, mais non, j'ai quand même vendu le projet sur Sistas Beauty, comment je vais faire? Et tu te sens paniquée parce que tu n'as plus de repères. Oui. Tu n'as plus de repères. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je décide de faire? OK, je décide de prendre une pause. Et là, je vais auprès de mon père et je lui dis, écoute, voilà, j'ai mon projet, mais je suis bloquée et j'ai besoin d'un nom. Et je ne sais pas pourquoi, je lui demande, est-ce que tu as un dictionnaire français-swahili, swahili-français? Elle me dit, oui, j'ai ça dans mes affaires depuis longtemps et tout. Je dis, mais pourquoi tu dis ça que maintenant? Moi, depuis que je cherche et tout. Donc, il me donne un dictionnaire. Et là, en fait, je reprends une liste de mots qui fait sens, en fait. Donc, j'écris genre 10 mots sur une feuille. Donc, je montre à mes frères et sœurs. Et donc, il y a des mots qui ressortent et tout, etc. Et puis, il y a le mot ouzi. Et je dis à mon père, ouzi. Il dit, non, oui, ça, c'est top. Et je dis, pourquoi? Il fait, non, parce que ta mère, à l'époque, faisait des tresses au fil. Ouzi Anouélé. Donc, en fait, c'est le fil pour te faire des antennes. Et je vous assure que dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que je dis, en fait, c'est exactement ça. C'est un petit mot, 3 lettres, mais qui a de l'impact. Donc, qui raconte mon histoire, qui raconte mes valeurs, qui raconte le voyage, mais sans pour autant que ce soit qu'il y ait une connotation trop africaine où les gens auront l'impression que je peux pas venir, en fait, ça me correspond pas. En fait, c'était vraiment un mot. C'est le partage, quoi. Exactement. Le partage, le voyage, l'histoire, mes origines, tout. En fait, et donc, voilà, j'ai explosé d'émotions, je commençais à pleurer, je me dis, mais en fait, c'est ce nom-là. C'est ta mère, c'est ton enfance. C'est tout. Et en fait, exactement comme tu dis, Sarah, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me faisait des tresses au fil. Oui, c'est ça. Donc, il y a tout qui revient. Oui. Et ça faisait penser aussi à mon parcours, ce fil conducteur je suis passée de ce projet, de la fille de 17 ans à la fille de 24 ans qui défend son mémoire sur justement la visite des cosmétiques. Et tout ça, ça a juste fait sens. Oui. Et donc, du coup, j'appelle Laure et je lui dis, écoute, voilà, j'ai trouvé le nom. Je lui explique. Elle aussi, elle pleure. On pleure toutes les deux. Et ça, je me rappelle, c'est en février. En plus, c'est bizarre, mais non, je me rappelle, c'est en février parce que j'ai ouvert mon salon en février. Enfin, trop bizarre. Du coup, c'est en février. Et là, elle me décide de créer une histoire autour de mon logo. Donc, en fait, chaque lettre de mon logo a une signification. Okay. Le U, en fait, donc, à un moment donné, vous verrez sur le U. Donc, il est un peu gros, puis après, il devient fin. C'est le fil
voyez, quand on fait du fil avec les cheveux, le cheveu s'étend. Et ben c'est pareil, le U qui s'allonge, en fait. Ça représente le fil qui s'étend. Le Z, c'est un sablier, donc le temps qui passe. Oui. Et le I, c'est un I. Et en fait, autour, il y a une bobine sur le I. Et ça, en fait, cette bobine de fil, c'est un totem ghanéen qui veut dire le leadership. Okay. Qui correspond qui correspond un petit peu à ma personnalité. Elle me dit, ben voilà, en fait, ce logo, quand je l'ai créé, j'ai directement pensé à toi. Donc, quand je le vois tous les matins au salon, je me dis, non, il a une histoire. Et je transporte, en fait, toutes mes clientes dans mon histoire à moi, en fait. Donc, d'où vient le nom? C'est vraiment beau. Merci. C'est une très belle histoire. Merci. Et donc, grâce à tout ça, du coup, Easy Herbar est né. Et tu voulais du coup donner des solutions, comme tu disais tout à l'heure, mais quelles étaient les solutions que tu as apportées concrètement? En fait, durant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez comme moi, on n'avait plus accès au magasin pour trouver des produits capillaires. Moi, je coiffais à la maison. J'avais des clients qui me demandaient « Ah non, mais Hélène, s'il te plaît, même juste un shampoing, on me faire des nattes et tout, etc. » On ne pouvait pas. Et en fait, je me disais, écoute, demain, si ça devrait recommencer, qu'est-ce que tu ferais différemment? Si demain, il y aura une nouvelle vague de Covid. Et donc, je me suis dit, j'ouvrirai un salon, mais en même temps avec une partie de vente de produits, mais de produits adaptés en fait à chaque texture. Cheveux crépus, cheveux bouclés, cheveux frisés. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai appelé mon salon un bar à soins capillaires parce qu'à la base, je voulais, comme un bar, vous avez plein de cocktails et vous mélangez en fait les produits dont vous avez besoin, comme un cocktail en fait, et vous l'appliquez en fait en fonction de la problématique de vos cheveux. Et donc, la solution que je pense que j'ai apportée, c'est qu'en plus de l'entretien que je mets en avant dans mon salon, il y a la possibilité d'acheter des produits adaptés en fait aux besoins de ma cliente. Donc, c'est un peu un concept personnalisé. Donc, le produit que je vais proposer peut-être à Mathilde ne sera pas le produit que je vais peut-être te proposer à toi, tu vois. Donc, c'est vraiment cette solution-là de personnalisation que j'ai, je pense, apportée à mon salon, qui fait peut-être la différence. Ok, d'accord. Et donc, c'est une solution que tu apportes à tout type de clients et c'est... Toi, tu avais peut-être une cible précise, mais au final, tu t'es rendu compte que ta clientèle était plus diversifiée. Yes. Moi, j'étais vraiment ciblée sur la femme subsaharienne parce que c'est la femme qui me ressemble. Ouais. Je fais partie de cette cible-là. Moi aussi, j'ai galéré pour trouver donc, du coup, des produits adaptés à mes cheveux. J'en avais marre d'avoir des produits cosmétiques qui sentent bon, mais qui ne traitaient pas en fait, le problème que j'avais, que ce soit problème de pellicule ou voilà, j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas. Donc, pour moi, c'est juste des produits, on va dire, superficiels. Et... du coup, excuse-moi, je suis partie dans mes pensées. J'ai oublié, tu peux répéter. Donc, je parlais de tes clientes. Donc, toi, tu visais la femme subsaharienne, mais finalement, peut-être tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas qu'elle qui en avait besoin. Et donc, au final, au cours de mon étude de marché, j'ai eu plein d'amis caucasiens qui sont venus en me disant « Mais non, mais moi, j'ai une meilleure amie, elle a des cheveux bouclés. Est-ce que tu penses que tu pourrais traiter son problème ?» Je dis « Oui, je pense. » Elle dit « Non, parce qu'en fait, elles n'ont pas accès. Enfin, quand elles vont dans un salon de coiffure classique, on ne veut même pas les recevoir parce qu'ils sont tout de suite paniqués dès qu'ils voient une boucle et tout, etc. » Et c'est là que je me suis dit, OK, donc eux aussi, ils ont un problème, en fait. Et donc, j'ai décidé d'étendre, en fait, mes connaissances. Et du coup, j'ai participé à une formation aux Pays-Bas pour les cheveux bouclés. Donc, avec une coiffeuse qui est toujours tendance sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, OK, je vais tenter ma chance, on va aller. Donc, je suis partie jusqu'aux Pays-Bas. Et j'ai fait cette formation-là, donc, qui s'est ajoutée donc, à mes connaissances que j'avais pour les cheveux crépus et frisés. Ok. Donc, voilà. Et donc, tu nous as un petit peu parlé des services que tu fournis. Donc, tu es spécialisée cheveux dits texturés. Yes. Tu peux nous donner un peu plus de précision sur ce qu'on appelle les cheveux texturés et puis les cheveux sur lesquels tu travailles et qui font ta particularité. Yes, donc les cheveux texturés, c'est les cheveux non lisses. Okay. Et quand je dis non lisses, c'est qui n'ont pas été lissés chimiquement ou mécaniquement. De nature, quoi. Est-ce que c'est une définition qui t'est personnelle ou c'est une définition officielle que tu as eu à connaître dans le cadre de tes formations, par exemple? Moi, je dirais personnel. Après, c'est vrai que dans les formations que j'ai pu avoir, c'est comme ça qu'on différenciait le cheveu. Aussi, ok. On disait que il était différent du cheveu lisse. Ou alors, comment on le caractérisait, c'était que le cheveu texturé, il est un peu plus complexe, on va dire ça comme ça. Moi, c'était plutôt une image visuelle, en fait. Dire que, un cheveu qui est texturé, c'est qu'il a une ondulation, il a une courbure. Il n'est pas juste raide, en fait. Oui. Et donc, dans mes services, en fait, ce que je propose, c'est vraiment l'entretien en fonction de, justement, cette nature-là.
Oui. Donc, les clientes que j'ai, enfin, la texture des cheveux que j'ai, donc c'est crépus, frisé et bouclé. Et des fois, il y a des entre-deux. Donc, il n'y a pas juste ondulé, il n'y a pas juste bouclé, il n'y a pas juste crépus, il y a des fois des mélanges. Et par rapport à ça, en fait, je m'adapte donc à la cliente. Je lui pose aussi beaucoup de questions pour savoir, OK, quel type de shampoing je vais utiliser, quel type de masque je vais utiliser par rapport à sa routine. Par rapport aussi, beaucoup de clientes ont des problèmes de santé. Il y a des clientes qui prennent des médicaments qui vont peut-être avoir un impact sur la nature de leurs cheveux. Okay. Et donc, tout ça, il faut prendre en considération. Et donc, dans mes services, en fait, il y en a 3 basiques. Et quand la cliente prend rendez-vous, j'essaye en fait de le personnaliser sur place en fonction des questions que je vais poser. Donc, il y a le soin Uko, il y a le soin Kanzi et le soin Kikao. Et encore, c'est des noms qui viennent du Swahili que j'ai trouvé dans le dictionnaire que mon père m'avait donné. Et du coup, par rapport à ça, je sais... c'est pas... Oui, faire un clivage. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. De me dire, OK, dans cette catégorie-là, Uko, c'est plutôt les personnes qui ont les cheveux bouclés, qui ont les cheveux frisés, ondulés. Mais encore une fois, en fonction de leurs besoins, je vais les orienter, en fait. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. C'est quand même aussi des soins sur mesure, finalement. Oui, c'est des soins sur mesure, oui. Totalement sur mesure. Yes. Et tes clientes, par rapport à tout ça, tu as quel type de client, cliente, en fait, hein, Oui, j'ai les deux, je suppose. j'ai les deux. Oui, c'est ça. J'ai les deux. Déjà ça. Homme, femme, enfant. OK. La tranche d'âge, ça va de 3 ans à 60 ans et plus. OK. Donc, comme je vous ai dit, une de mes valeurs, c'était le côté intergénérationnel. Donc, moi, j'ai pas de limite par rapport à ça. J'ai vraiment beaucoup de métissage. OK. Ça, c'est vraiment, je vais dire... Et quel type de métissage que tu... On va dire belge, africain. Et après, dans ce métissage-là, il peut y avoir, j'invente, un mix entre l'Italie et l'Espagne. Et donc, voilà, ça, c'est pour moi, c'est ça ce type aussi, de métissage-là. Oui. Et puis, il y a aussi de l'Afrique du Nord. Oui. Je commence à avoir de plus en plus de clientes qui viennent de l'Afrique du Nord parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont un cheveu bouclé. Elles se rendent compte qu'après des années de lissage, surtout pendant le Covid aussi, quand elles ont plus l'occasion d'aller chez leur coiffeur et de lisser leurs cheveux, il y a une ondulation. Et du coup, leur coiffeur leur dit non, mais en fait, je ne sais plus traiter ton cheveu. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles chez un coiffeur spécialisé. Des femmes aussi qui sont voilées, pour le coup, parce que moi, je suis hijab friendly. Donc, qui ont peut-être peur d'aller dans un coiffeur classique parce qu'elles portent le voile, parce qu'elles se disent moi, qui pourrait m'accepter avec mon voile et tout, etc. Donc, moi, je les accueille aussi. Et donc, la plupart de mes clientes, c'est beaucoup de métissage. Et aussi, du coup, la femme subsaharienne d'office. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, je pensais que j'aurais plus de femmes subsahariennes dans mon salon. Alors que non, c'est l'inverse, en fait. Oui. C'est vraiment de plus en plus de femmes caucasiennes qui découvrent leurs cheveux bouclés, ondulés. Ou alors des femmes caucasiennes qui, pendant longtemps, ont refusé d'accepter leurs boucles, qui maintenant se disent, OK, arrivé à un certain âge, la quarantaine, non, mais j'ai plus envie de me lisser les cheveux tous les jours. C'est bon, je vais accepter mes boucles et à un moment donné, ça va, quoi. Et grâce aussi à l'ère des réseaux sociaux, faut pas se mentir, ça a vraiment eu un impact positif sur ces femmes-là qui ont décidé de pousser la porte de mon salon et de se dire, OK, en fait, je suis prêt à les entretenir, en fait. Oui, super. Et les hommes. Et aussi et beaucoup j'ai des hommes. Et des enfants. Et des enfants. Et des enfants. Et des enfants. Okay. Donc, voilà. Super, merci. Mais du coup, en fait, tu as une diversité de clientèle, tu as une offre très diversifiée aussi et qui s'adapte, mais forcément, si tu as une aussi grande diversité de clientèle représentée, forcément, c'est quand même logique d'avoir une offre qui soit adaptée, qui soit pas du... C'est pas du prêt-à-porter, finalement, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, exactement. Ouais. Allez, c'est super. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler aussi des difficultés que tu aurais rencontrées dans le lancement de ton projet ? Déjà, les premières difficultés, je pense, c'est déjà de se mettre dans la peau d'un entrepreneur parce que c'est un nouveau chemin que tu crées. C'est-à-dire que c'est quand tu décides de lancer un projet, avoir une idée, c'est top. Fédérer autour de cette idée, c'est top. Mais c'est au moment de se dire, OK, il faut que je passe l'étape il faut que ça se matérialise. Et c'est là où c'est compliqué parce que dans ma famille, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. OK. À part mon père qui est indépendant, mais tout le reste, on a fait des études universitaires. Donc, je n'avais pas d'exemple autour de moi d'une personne qui avait monté sa propre structure. Donc, il faut dépasser cette peur-là, dépasser la peur du risque, dépasser aussi le syndrome de l'imposteur. Parce que moi, je ne suis pas coiffeuse depuis 20 ans. Okay. Je me disais, Hélène, OK, tu as ton concept, il est génial.
mais personne ne te connaît en fait. Donc, comment tu vas mettre ça en place? Et donc, du coup, c'est cette, on va dire, cette barrière-là, il faut en fait la franchir. Il faut se dire, OK, bah, c'est pas grave. Tu vas au culot, tu essayes. Même si autour de toi, tout te semble impossible, mais tu vas y aller. C'est intéressant que tu dises que tu parles du syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, toi, tu le relis directement à la formation de coiffeuse. Alors qu'en fait, ce que tu voudrais faire, c'est traiter des cheveux afro. Et tu as des cheveux afro. Et ouais, c'est ça. C'est dingue. Non, mais en plus, c'est bien que tu relèves ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est juste... Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'était plutôt en termes de légitimité. C'était vraiment ce côté où je me disais, en fait, tu n'as jamais ouvert de salon de coiffure. Et même ce que je faisais, parce qu'au final, il y a mon coach qui me disait, mais Hélène, l'expérience que tu as eue, déjà, tu coiffais depuis que tu es toute petite. Tu rencontrais des clients, tu coiffais des clientes chez toi, tu échangeais avec ces clientes. Donc, tout le savoir que tu as pu mettre de côté grâce à ça fait de toi que tu es légitime. Et comme tu l'as dit, Sarah, je suis moi-même texturée. Donc, j'ai les cheveux texturés. Et tout ça, en fait, j'arrivais pas à me dire que j'étais légitime par rapport à ça parce que moi, la légitimité, je voyais ça plutôt... je me comparais aux grands coiffeurs qui avaient déjà peut-être 5 ou 6 franchises, qui étaient présents sur les réseaux sociaux, qu'on respectait. Et moi, j'allais arriver en mode, j'ai l'âge que j'ai, je viens me présenter mon projet. Parce qu'en fait aussi, il faut savoir que avant de lancer Ouzy Herbar, j'ai toqué à plein de salons. Parce que moi, mon objectif, c'était juste qu'on aide cette cible-là. Et donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Et donc, je voulais former des coiffeurs. Donc, je suis partie en mode, avec mon petit sac à dos, mon petit calepin. Oui, bonjour, je vous présente mon projet. Est-ce que ça vous intéresserait d'être formé par quelqu'un? Parce que je sais que, par exemple, une personne qui vit en Wallonie n'a pas forcément envie de venir à Bruxelles, mais veut trouver un salon de coiffure là-bas. Est-ce que vous serez prêt à être formé? Et les réponses que j'ai eues m'ont tellement traumatisée que à ce point? Ouais, c'était en mode, vous avez la porte de Namur, pourquoi vous voulez venir Pourquoi cette clientèle viendrait dans notre salon? Et puis non, nous, on sait déjà, on a déjà notre expert. Mais c'est toutes des personnes, en fait, qui, elles, n'ont pas été formées dès leur entrée, en fait, à l'école de coiffure. Et donc, on sentait un sentiment de panique dès qu'on leur parlait du cheveu texturé. Et donc, c'est tout de suite, en fait, on te repoussait. On n'a pas besoin, on n'est pas qualifié, vous avez déjà votre endroit, pourquoi vous voulez venir ici? Mais donc, les salons où tu allais, c'était vraiment des salons qui étaient déjà spécialisés dans les cheveux caucasiens et non texturés? Oui, voilà, parce qu'en fait, pour moi, je ne voulais pas qu'on nous ghettoise. C'est-à-dire qu'on nous dise, OK, t'as un cheveu texturé, tu dois aller à la porte de Namur. Comme je dis, il y a des personnes qui viennent de la Wallonie, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai des personnes qui viennent de partout. Ma cliente la plus lointaine, si je peux dire ça comme ça, c'est du Luxembourg. Du coup, je me disais, mais ces personnes qui habitent là où elles habitent, pourquoi elles doivent venir toujours jusqu'à Bruxelles pour venir se faire coiffer? Il faudrait qu'il y ait le coiffeur du coin qui sache au moins avoir les bases et techniques des cheveux texturés et se dire, OK, même si j'ai 1 ou 2 clientes aux cheveux texturés, mais je sais les coiffer. C'est comme aujourd'hui, un bête exemple, tu vas aller chez un dentiste généraliste, quand il va te soigner, il ne va pas regarder que tu sois blanc ou noir. Enfin, une dent reste une dent. Donc, il doit savoir la soigner. Et moi, pareil pour le cheveu, je me dis, vous êtes coiffeur, donc un cheveu reste un cheveu, qu'il soit lisse, ondulé, frisé. Vous devez savoir le coiffer. Donc, du coup, je partais avec ce principe-là de oui, je vais aller toquer dans tous les salons. Et au final, je me suis... tu t'es heurtée, en fait. Heurtée à des murs. Heurtée à des murs. Et donc, je me suis dit, OK, je vais le faire moi-même. Du coup, ce syndrome de l'imposteur était très, très, très présent parce que et les coiffeurs, eux, ne prenaient pas en fait en considération. Et j'arrivais sur ce marché où je n'étais pas du tout connue. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué. Donc finalement, une des majeures difficultés pour toi, ça a été d'abord de faire un constat qu'il manquait quelque chose, clairement, et qu'il manquait clairement une offre alors que la demande existait. La demande existait. Et donc, en fait, finalement, tu te retrouves dans un secteur où il manque une offre sur le marché pour les cheveux texturés, les cheveux afro, qui sont aussi dénigrés, de ce que tu nous expliques aussi, qu'on renvoie vers un certain quartier à Bruxelles, Matongué. Donc, en fait, on part du principe qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas et que vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour ce qui vous concerne. Et tu parles aussi d'une crainte, finalement, en fait,
des professionnels du cheveu par rapport à l'égard du cheveu afro. Ça, c'est aussi c'est intéressant parce qu'il y a une telle diversité au sein des cheveux dits texturés. Il y a les cheveux afro, il y a les cheveux... Dans les cheveux afro, il y a ceux qu'on... Il y a crépus comme ci, crépus comme ça. Ouais. Dans les cheveux ondulés, bouclés, frisés. Aussi. Parfois, sur une même tête, en fait, il y a plusieurs textures différentes avec plusieurs demandes différentes et une nécessité de soins qui va être différente ou pas. Et alors, on est dans un terrain qui est très peu connu, mais aussi, du coup, très peu enseigné pour différentes raisons, finalement, qu'on a évoquées, la méconnaissance, mais aussi peut-être l'absence de volonté de connaissance. L'absence de volonté. Est-ce que tu dirais que tu as été suffisamment formée déjà à ce niveau-là ? Non. Ta formation n'était pas complète à cet égard, selon toi. Après, il faut qu'on remette les choses dans le contexte. Moi, quand je faisais toutes ces analyses-là, on était en 2017-2018. Maintenant, on a quand même parcouru un certain chemin. Quand je vois tout ce qui se passe maintenant en France ou en Angleterre, où il y a de plus en plus de formations par rapport à ça, où il y a des lois, enfin, où il y a des... Mais en Belgique, franchement... On est encore loin. On est encore loin. Ok. Et on n'est pas conscient... Enfin, je pense que certains coiffeurs, maintenant, le disent, sont conscients qu'il y a vraiment un besoin, mais ne sont pas encore prêts à se dire « Ok, je vais m'occuper des cheveux texturés. » Pourquoi ? Je pense en termes de temps, en termes de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'un cheveu texturé prend plus de temps à entretenir, à soigner qu'un cheveu peut-être lisse, parce que moins de produits à utiliser, moins de temps. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les salons de coiffure, comme je vous dis, travaillent en termes de chiffre d'affaires. Donc, eux, ils savent qu'un brushing, ça va prendre maximum 10 à 15 minutes. C'est ça. Si ça se passe au-delà, c'est qu'il y a un problème, on vient te taper sur l'épaule. Ah non, Anne, fais rapidement. Oui. Tandis que moi, dans mon salon, je sais que j'ai mis, par exemple, une tranche horaire, mais ça se peut que je dépasse. Bon, si je veux quand même continuer à survivre, je dois prendre en compte ce petit... le fait que les cheveux texturés prennent plus de temps, donc tarifer d'une manière différente. Donc, tous ces petits... on va dire ces petites choses-là font que je pense qu'aujourd'hui, un coiffeur classique n'est pas prêt en fait encore à se former. Et donc, s'il le fait, c'est que peut-être on va peut-être engager quelqu'un dans son salon qui sera peut-être dédié à ça, mais dire que d'inclure vraiment un service complet pour les cheveux texturés, et encore quand j'ai cheveux texturés, je pense qu'ils accepteraient une boucle un peu plus, on va dire, détendue, qu'un cheveu vraiment très crépus, parce que là, je pense que ce serait la panique à bord. Mais on n'est pas encore... Ils sont pas encore prêts, en tout cas. Non. Oui. Mais ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on te renvoie on va facilement nous renvoyer vers Matungé, alors que honnêtement, je suis pas sûre qu'on puisse trouver ce genre de service à Matungé. Non, encore une fois, c'est parce que c'est un manque de formation. Il y a un manque de formation, de connaissances, et même en interne, dans notre propre communauté, il y a aussi ce manque de connaissances, parce qu'on n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait faire croire, on n'est pas une communauté qui vit dans sa bulle et qui n'est pas impactée par la société dans laquelle elle vit. Donc, ce manque de formation, cette forme d'aliénation aussi à l'égard de tout notre corps, à l'égard des canons de beauté, etc., ce qui frappe nos cheveux à ce niveau-là aussi. Ça nous frappe aussi en interne dans notre propre communauté. Et quand on arrive à Matungé, on a aussi directement ces dames qui veulent nous défriser les cheveux d'emblée. Et c'est soit les rastas, soit le défrisage, pour le dire de manière... Il n'y a pas le côté où on va te conseiller. Non, c'est-à-dire directement, viens, ma chérie, viens, je vais te coiffer, assieds-toi. On va pas regarder si t'as... En fait, ils vont traiter le cheveu crépus, donc qui n'est pas transformé chimiquement, comme un cheveu qui est transformé chimiquement, en fait. Les peignes utilisées, peut-être les crèmes utilisées, la manière dont ils vont détendre le cheveu. Donc, il n'y a pas de préparation préalable du cheveu. Ça, c'est parce que c'est un manque de formation. Et ces personnes-là, moi, je ne peux pas, entre guillemets, les blâmer parce qu'ils n'ont pas aussi l'opportunité de se former. On ne leur donne pas l'occasion de trouver des espaces où ils peuvent se former. Et s'il y a, souvent, ces personnes, malheureusement, ne sont pas en règle au niveau de l'État. Donc, ils n'ont pas accès, en fait, à ces formations-là. Mais je sais qu'il y a des choses... il y a des mouvements, des associations qui se créent, justement, pour aider les personnes, en fait, à, par exemple, juste avoir la gestion. Donc, dire, OK, tu ouvres ton salon à la Porte de Namur, tu as tes papiers, viens, on va t'aider à gérer. Parce qu'il faut savoir que pour ouvrir un salon de coiffure, il faut aussi avoir la gestion. Oui, tout à fait. On n'ouvre pas un salon comme ça parce qu'on sait coiffer. Non, il faut avoir la gestion. Enfin, il y a toute une partie administrative quand même qu'il faut connaître. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des associations qui aident, par exemple, des coiffeurs qui veulent faire les choses bien à la Porte de Namur. Donc, ils les orientent sur la formation à suivre
en termes de soins du cheveu, mais aussi en termes administratifs. Et je pense que oui, le grand problème qu'on a aujourd'hui à Bruxelles et en Belgique de manière générale, c'est le manque de formation. Et comme je dis, même par rapport aux États-Unis, je pense qu'on a 20 ans de retard par rapport à la connaissance du cheveu, tout simplement. Mais toi, tu as été aidée par certaines structures. Tu as parlé du Start Lab. Voilà, le Start Lab, toi, en fait, tu as été aidée par certaines structures. Yes. OK. Ouais. Lesquelles? À part le Start Lab, autre chose? Donc, moi, j'ai été aidée par le Start Lab, par le Bruxelles, parce qu'avant d'ouvrir mon salon, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un pop-up store. Oui. Donc, pendant 3 mois. Donc, j'ai pu tester mon projet en grandeur nature. Donc, avant de me dire, OK, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. Donc, ils m'ont prêté, en fait, quand je dis prêté, j'ai pu louer un local à Bruxelles. OK. Plus précisément à Place Jourdan, avec des coûts vraiment moindres, juste pour voir, en fait, est-ce qu'on est capable de gérer un projet? Est-ce que vraiment ce projet est viable économiquement? Parce que de manière théorique, tout était OK. Mais maintenant, il faut vraiment se dire, OK, est-ce que dans la pratique, son projet en vaut la peine, en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une clientèle? Est-ce que la demande qui est inscrite sur papier est vraiment réelle? Donc, il y a il y a le Start Lab et le Bruxelles qui m'ont aidé à développer mon projet. OK. Et donc, en fait, Hub Bruxelles, c'est l'agence de développement économique de la région bruxelloise qui accompagne les entrepreneurs qui ont des idées innovantes, a priori. Des idées innovantes. Et je pense que oui, ils regardent vraiment sur Bruxelles. Le côté. Yes, il faut que ce soit sur Bruxelles. Et viable. Et sur Bruxelles. Viable, c'est ça. Ouais. Et alors, ils accompagnent et ils ont plusieurs services. C'est ça. Moi, j'ai été, donc, en plus de mon coach que j'avais au Start Lab, en fonction de son projet, parce qu'on passe devant un jury de 12 personnes. Ils analysent le projet, ils regardent vraiment si ça peut vraiment aboutir à quelque chose. Et en fonction de ça, et de l'étape où on est, en fait, ils nous assignent des coachs. Et du coup, j'ai eu différents coachs en marketing, coach presse, coach en finance, qui sont là, en fait, durant les 3 mois. Enfin, on peut les solliciter si on a un problème. J'ai aussi un coach en merchandising, parce que voilà, aménager une boutique, c'est pas simple. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, voilà, ils nous donnent, en fait, les codes pour pouvoir se développer correctement. Tu as eu pas mal d'accompagnement. Donc, juste... le Start Lab, ça, c'est différent de Bruxelles. Start Lab, ça, c'est lié à l'ICHEC. C'est lié à l'ULB. C'est lié à l'ULB, c'est ça. C'est un incubateur, mais aussi c'est un incubateur pour jeunes entrepreneurs. Ouais. OK, donc c'est aussi sur Bruxelles, puisque ça vient de l'ULB. Et au niveau du Start Lab, ils mettent à disposition des coachs aussi, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, pareil, donc tu présentes ton projet. Ils regardent, en fait, aussi s'il y a une demande, parce que leur objectif, c'est qu'on puisse plus tard en vivre. Donc, eux, ils ne donnent pas des ressources financières, mais c'est juste des personnes, donc c'est des coachs qui ont, par exemple, ouvert leur entreprise depuis plusieurs années, qui ont fait des faillites, donc qui peuvent vraiment nous orienter sur le business et qui sont vraiment, donc qui donnent des conseils personnalisés par rapport à notre projet. Et donc, voilà, on a différentes... donc, dans ce programme-là, en fait, donc il y a le coach, mais on a aussi des masterclass. Et ça aussi, c'est financé par la région de Bruxelles-Capitale. OK. Et par rapport à l'aide et de l'aide reçue par ces structures, mais pas que, je suppose que tu as aussi eu... tu as pu bénéficier peut-être d'une sororité. Déjà, il y a tes sœurs, il y a la sœur dont tu nous as parlé. Ouais. Tu as eu aussi Aurore. L'Aurore Studio. Ou Laure, elle s'appelle, oui, c'est ça. Yes. Donc, il y a aussi Laure qui t'a un petit peu accompagnée. Donc, tu as quand même bénéficié d'un petit peu d'aide structurelle, mais aussi dans ton environnement privé. Est-ce que tu t'es toujours sentie comprise? Au départ, dans ma famille, non. Non. J'étais un petit peu la marginale parce que je suis déjà, à la base, je suis une personne qui remet toujours tout en question. Pourquoi? Et j'ai une créativité débordante. Et même mes parents, je me rappelle quand j'ai commencé à mettre en place ce projet, ils me disaient, mais on ne sait pas, on a mis un enfant au monde, on ne comprend pas. Ils me voyaient courir dans tous les sens. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu crées un projet, tu as l'idée, tu as une ligne conductrice, mais tu ne sais pas où ça va arriver. La vision, elle est là, mais il y a un moment donné, il faut la structurer. Et comme mon coach disait, en fait, il m'a dit, voilà, comment ça va se passer, c'est que ton projet, c'est comme un gros entonnoir. Au fur et à mesure que tu auras plein d'idées, ça va se structurer. Et puis là, tu vas trouver ton fil conducteur. Et donc, au départ, oui, je me sentais incomprise quand j'étais dans cet entonnoir-là parce que toutes les idées venaient, ça fusait. Je me dis, est-ce que je fais des ateliers? Est-ce que j'ouvre un salon? Est-ce que c'est des conférences? Enfin bref, ça allait dans tous les sens. Donc, mes parents, oui, ils m'ont pas comprise tout de suite parce qu'en fait, ils ont dit, mais en fait, tu as un boulot. T'es bien, t'es à l'aise. Qu'est-ce que tu cherches, en fait? Et la vie d'indépendant, c'est pas facile. On est en Belgique. Je pense que c'est aussi une façon de penser qui est liée à notre communauté, à la communauté congolaise,
ou de manière plus large, afrodescendante ou plutôt... Moi, je parlais de ma communauté à moi parce que c'est la communauté que je tu connais. Je pense que c'est lié à notre communauté, l'histoire de nos parents. Je pense que quand ils ont quitté, pour certains, l'Afrique, c'était pour qu'on ait un avenir meilleur, que voilà. En fait, le fait d'avoir un emploi pour eux, c'était de s'assurer qu'on ait un bon avenir. Ils se disaient, ben voilà, nous on a galéré pour quitter l'Afrique pour venir en Belgique. On nous a pas forcément facilité la vie, donc je veux pas que mes enfants revivent ça. Et donc quand j'ai annoncé à mes parents que ben voilà, j'allais devenir indépendante et que j'allais me lancer, ils me soutenaient, mais on sentait beaucoup de crainte, beaucoup d'incertitude et aussi d'incrédulité parce que c'était en mode, ben tu vas devenir indépendante, mais comment tu vas faire? Et l'argent et tout, parce qu'en fait, les parents ne voyaient pas le côté... tout ce que je faisais, ils me voyaient courir dans tous les sens, mais ils ne voyaient pas le résultat. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille où c'est le résultat. Donc, le processus, écoute, limite, OK, fais ce que tu as à faire. Tant que c'est bon, on est là, en fait. C'est ça, oui. Et je pense que c'était une manière aussi de nous protéger, de se dire, OK, en fait, on n'a pas forcément envie de regarder ce que tu fais, mais tant que tu y arrives, vas-y, fonce. Mais en même temps, cette part de, OK, mais si elle rate, qu'est-ce qu'elle va faire? Et cette peur de l'échec, en fait. Et moi, ça, il faut l'ajouter à tes propres doutes aussi, en fait, dont tu nous as parlé. Et ça devait être, ça devait pas être facile à porter, sachant tout ce que tu nous as expliqué à propos de l'histoire, du fil, du nom, de l'importance familiale dans même la définition de ton projet. Est-ce que tu as senti une fragilité niveau santé mentale aussi à ce niveau-là? En fait, je dirais plutôt que, et ça, je le vois chez chaque entrepreneur, c'est qu'on est seul. Donc, même si autour de nous, il y a des gens qui fédèrent autour de nous, on partage, comme tu parlais de sororité, ou alors on est médiatisé, tout, etc. Ce projet, on le porte seul. Donc, d'office, il y a un moment donné, quand on a le poids de ce projet-là, quand on a le poids de vouloir offrir quelque chose de bien à sa communauté, et qu'autour de soi, il n'y a pas vraiment de compréhension, bah oui, des fois, c'est dur, des fois, tu craques. Moi, j'ai des fois où j'ai pleuré, je me disais, mais pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te donnes autant de mal pour réaliser ce projet-là? Oui. Mais c'est quelque chose qui, en fait, c'est en soi, c'est intrinsèque. Oui. Et donc, automatiquement, ça va, oui, un petit peu toucher la santé mentale. Quand j'ai santé mentale, c'est plutôt le côté où, il y a un moment donné, tu passes dans un vide, parce qu'il faut savoir, quand tu es entrepreneur, il y a des moments où ça se fait super bien, puis il y a des moments où ça va pas comme tu veux, en fait, parce que tout ne va pas vite. Et il y a un moment donné, tu dois pivoter aussi, parce que ton idée de base, elle n'était pas la bonne. Donc, il faut trouver l'idée de base qui correspond à la demande. Et moi, je me rappelle mon coach, et c'est pour ça l'importance de mon coach, qui était mon mentor, en fait, qui me disait, mais en fait, ce que tu vis, c'est normal. OK. Et si lui, il n'était pas là, je pense que j'aurais trouvé ma vie compliquée, en fait. J'aurais dit, mais non, mais en fait, j'arrête tout, j'abandonne. Et il me disait, non, c'est normal. Le parcours de l'entrepreneur, c'est comme ça. Tu auras des passages à vide. Tu auras des passages où ce sera super parce que tu auras trouvé l'idée. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y aura des portes qui vont se fermer, mais c'est pas grave. Ça veut dire que tu avances, en fait. Oui. Et du coup, il faut être mentalement préparé. Pour moi, il faut être mentoré et vraiment d'avoir des personnes autour de soi qui te disent, OK, ce que tu vis, c'est normal. Et quand tu ne l'as pas... Tu peux avoir des sacrés doutes. Ouais, tu peux... quand je dis, quand tu as tes passages à vide, c'est très compliqué. Mais d'autant que tu viens avec une idée qui était un petit... C'est une idée innovante. Ouais. Il y a plein de questions qui surviennent aussi du fait que oui, mais ça fait longtemps qu'en fait la demande existe. Pourquoi est-ce que finalement on n'a pas une offre à la hauteur? C'est ça. Donc ça pose aussi, ça amène aussi d'autres questions, des incertitudes, le fait qu'en plus au niveau de la formation, il y a une demande qui n'est pas reconnue et donc on n'a pas de réponse aussi, non plus en termes de formation. Et puis bon voilà, quand on vient d'une communauté comme tu l'as décrite. Avec des parents qui préfèrent qu'on soit employé parce que c'est plus sécurisant. Et c'est vrai, finalement. Et c'est normal. Oui, c'est vrai, franchement, c'est plus sécurisant. Ils ont une histoire. Et donc, oui, il y a tout plein de choses. Il y a plein de défis qui sont tant d'ordre économique et qui sont propres à tous les entrepreneurs. Mais il y a aussi toute une part culturelle. Une dimension culturelle, une dimension culturelle dans les défis que tu as dû affronter. Et je pense que du coup, ça aussi... le mélange de ces deux caractéristiques, ça a dû être explosif. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fière? La plus fière. Ce qui me rend le plus fière, c'est quand je vois que mes parents parlent de mon projet à d'autres personnes. Ah oui? Et qui sont là, quand ils disent « Ah, vous savez, ma fille, elle entreprend, elle opère son salon. Et d'ailleurs, l'adresse, c'est ça. » Et surtout quand ils ont vu que, en fait, au final, j'étais pas si folle que ça.
quand je vois que dans leurs yeux, il y a des petites étoiles et qu'ils sont fiers de moi, en fait. Et qu'ils ne le disent pas par des mots, mais par des gestes. Quand je vois que des fois, mes parents viennent au salon, ça va, tout se passe bien. Et tout ça, je me dis, en fait, ouais, ok. Et de voir la fierté dans leurs yeux et surtout de se dire, ok, en fait, même si j'ai eu des doutes, mais je savais que tu allais réussir. Je ne sais pas comment m'expliquer, c'est pas des mots, mais c'est un comportement qui fait que, ok, j'ai eu peur parce que t'es mon enfant, je veillais sur toi, mais au final, je savais que tu allais y arriver et qui parle de ton projet à d'autres personnes. Et voilà, c'est tout ça, ça me rend fière. Et surtout aussi, la deuxième chose qui me rend fière, c'est que les clientes viennent. Oui, c'est ça. Parce que je me dis, ça sans marche. mes clientes, ce projet c'est n'existerait que t'as pas. tapé juste, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, de me dire, ok, en fait, j'étais pas folle. Et que même si j'ai eu l'idée en 2017-2018, ça a payé en 2023. Donc, c'est-à-dire que, il y a eu des gens qui... Enfin, tous les jours, la porte de mon salon est ouverte. Des gens viennent pour être conseillés. Et ça, je me dis, it's good. Quelles sont tes sources de motivation au quotidien, du coup? Tes clientes? D'abord, je dirais ma foi. Ok. Donc, moi, je suis croyante. Et je pense que si j'avais pas ça, ça aurait été compliqué. Donc, je m'appuie énormément sur ma foi. Ça te permet de te lever le matin Ça permet de me lever le matin, salon, donner un sens, en fait, à mon projet, de me dire, ok, comme j'ai dit, entreprendre, c'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Ok. Et quand on sait qu'on a une mission, entre guillemets, de vie, ça te rend plus fort. Le matin, tu sais pourquoi tu te réveilles. Et comme tu dis, oui, certainement mes clients et mes clientes et mes petits bouts, mes petits princes et mes petites princesses qui viennent au salon. Quand je vois un enfant de 3 ans qui vient dans mon salon, au départ, il a un peu peur. Et qu'après, ses parents m'appellent en me disant oui, me demandent ou elle me demande de revenir au salon. Pour moi, oui, c'est une fierté. C'est de me dire, OK, en fait, j'ai pu créer, comme je disais, un espace intergénérationnel où un enfant de 3 ans va se sentir en fait libre d'être lui-même, d'accepter ses cheveux, chose que nous, on n'a pas eu à notre époque. Et donc, de pouvoir offrir ça dès le bas âge, pour moi, c'est top. Donc voilà. Et donc, tu parlais beaucoup t'as parlé de, finalement, ce dont tu nous parles, c'est du bien-être. Yes. Et ça, c'est important. Tu nous as parlé aussi de l'une des bases de ton projet, qui est le partage. Ouais. Tu penses que tes services, tu dirais que tes services contribuent à l'amélioration du bien-être des gens à Bruxelles? Je pense, parce que déjà, je suis une personne, j'aime trop parler. J'aime trop parler. Et étant donné que déjà, mes services, c'est que ce rendez-vous, mes clientes se retrouvent dans un espace quand même assez safe pour pouvoir parler, pour pouvoir se confier. Et donc, des fois, il m'arrive qu'une cliente, j'ai une cliente là, et ça m'a fait même pleurer. Elle rentre dans mon salon, elle était toute pétillante, toute joyeuse et tout, etc. Je l'installe et tout. Et puis, elle s'assied sur mon fauteuil, je l'installe, je lui sers son café. Et puis, elle me dit, mais vous savez, dans une semaine, je vais faire ma chimio, j'ai un cancer. En fait, d'un coup, mon corps, il s'est fatigué. Et j'ai commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit non, ne s'inquiétez pas. J'ai dit non, mais... Elle m'a dit non. Et donc, elle dit, ça me fait un bien fou de venir dans votre salon. J'ai cherché depuis longtemps un coiffeur spécialisé parce que, j'ai des boucles. Et pour pas traumatiser mes enfants, crescendo, j'ai envie de couper mes cheveux. Donc, elle avait les cheveux jusqu'ici. Elle m'a dit, ouais, faites-moi une coiffure fun et tout. Je vous fais confiance. Et là, je me suis dit, en fait, waouh. Donc, cette dame que je ne connaissais pas, elle venait de la Wallonie. Elle me fait confiance parce que bientôt, elle va suivre un traitement et je dois lui faire une coupe qui va lui donner, en fait, du baume au cœur. Et donc, du coup, je me suis dit, Hélène, tu vas t'appliquer et tout. Donc, je lui fais la coupe qu'elle veut. Puis, elle me dit, merci. Enfin, elle était super contente. Elle envoyait des photos à son mari et à ses enfants. Et après, elle est revenue avec ses enfants. Elle est revenue avec une amie. Et donc, à chaque fois qu'elle est revenue au salon, elle se filmait. Regarde, je suis chez Uzi Herbar et tout. Donc, du coup, je me dis, c'est pas juste le cheveu, c'est vraiment impacter aussi dans l'intérieur de mes clientes et de mes clients. Comme je dis, je donne aussi des conseils sur l'entretien des cheveux, mais j'écoute énormément aussi. Donc, j'écoute sur la manière dont ils entretiennent leurs cheveux, mais aussi leur lifestyle, si je peux dire ça comme ça, la manière dont ils vivent. Et là, on se rend compte que dans leur histoire, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Oui. Donc, dans la manière dont on va proposer le service, dans la manière dont on va dire les choses, on va faire hyper attention. Et je pense que si les clients reviennent dans mon salon, c'est aussi pour cette dimension-là, de pouvoir échanger, mais aussi, je respecte aussi les clientes qui ne parlent pas. Moi, je me rappelle, il y avait une cliente toute timide. Et comme je dis, moi, je suis personne, j'analyse énormément les gestes. Elle est rentrée, elle était très recroquevillée, elle touchait ses mains et tout, etc. Elle parlait pas beaucoup. Donc, je me suis dit, Hélène, peut-être qu'elle est venue juste pour un soin, elle veut pas parler. Elle a pas voulu parler, donc j'ai pas parlé. Et à la fin,
Elle m'a glissé un billet de 10 €. Elle m'a dit merci. J'ai dit ok, mais j'ai rien fait. Elle m'a dit non, mais je voulais juste passer un moment de détente. C'est ça. Et donc, C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. On essaye vraiment de faire attention à chaque client, chaque cliente qui rentre. Et puis aussi, ce qui arrive souvent, c'est que deux clientes peuvent débattre entre elles. Donc, on parle d'un sujet et puis voilà, on commence à parler. On voit pas le temps qui passe. Et elles me disent « Ah, mais c'est génial, je pensais pas qu'en venant dans votre salon, on aurait parlé de ça. » Et ça, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité. J'aime échanger avec les gens et je voulais vraiment que les personnes rentrent dans un espace convivial et pas juste un salon de coiffure. Et donc voilà, c'est cet univers-là que j'ai créé. C'est une partie de moi dans mon salon que j'ai envie de transmettre à mes clientes. Et je pense que oui, ça peut contribuer à leur bien-être, surtout quand je ne suis pas dans le rush. Quand je suis dans le rush, là, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais en général, ouais, j'essaye de faire attention à chaque personne qui rentre. Et au-delà de tes clients en général, est-ce que tu considères avoir un impact sur la communauté aussi, que ce soit positif ou pas? Communauté afrodescendante. Ouais. Ou congolaise, Moi, si tu je t'identifies pense plus que à... oui, dans le sens où on nous a tellement, comme j'ai dit encore une fois, relayés à des quartiers ghettoisés et de voir que mon espace n'est pas à la porte de Namur. Je ne critique pas du tout cet espace-là, mais malheureusement, il a été stigmatisé, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et le fait que j'ai créé un espace qui soit complètement différent, que ce soit cosy, que je respecte chacune de mes clientes, c'est-à-dire comme c'est ce rendez-vous, s'il y a un problème, je le dis, que tout le monde est traité à la même enseigne, donc que tu sois blanc, noir, vert, jaune, donc il n'y a pas de différence. Je pense que j'ai redonné un petit peu des galons à la femme subsaharienne en disant ok, je rentre dans un salon, je sais que je vais dépenser de l'argent, mais on me respecte. Et ça, je pense que quand on va rentrer dans un salon, on va dire à la porte de Namur, c'est pas forcément acquis. Non, tu rentres. Est-ce que même ils savent que tu es rentré? On te dit pas bonjour. Moi, ça m'arrive, je coiffe, mais je sais qu'il y a une cliente qui arrive plus tôt que son rendez-vous. Je m'arrête, c'est vous le rendez-vous 17h30? Ok, parfait, installez-vous le temps que je termine. Ok, et la personne sait que j'ai pris en compte qu'elle est rentrée dans mon salon. Et ça fait toute la différence. Et le fait que moi, je l'ai vu, même moi, quand je vais dans des endroits où, même si la cliente, elle est un peu la coiffeuse ou l'esthéticienne est un peu en retard, mais le fait qu'elle m'ait vu, ça, je me dis, ok, je suis pas juste une cliente comme ça, elle m'a vu, ou alors quand j'appelle par son prénom et tout, etc. Je pense que ça a permis aussi à la communauté afro de se dire, ok, on a un espace safe aussi pour nous, en fait. Je sais que je vais déposer sur ma tête sur un bac à shampoing qui est propre. Moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que mon salon soit propre, qu'il sente bon, que voilà, les tabliers soient propres, que les gens se disent ok, je peux déposer mon sac où est-ce que je veux, que ce soit par terre ou sur la tablette, qui est pas ce côté ok où je rentre, ok, je suis assise sur la chaise commence à être bancale. Non, je veux vraiment que ok, la personne dépense son argent, mais elle en a pour son argent. Donc je pense que oui. Et tu nous parles aussi, tu nous as parlé un petit peu de l'attention particulière que tu vas accorder à la cliente quand elle entre. Mais donc ça, c'est à la personne entière. Maintenant, il y a aussi une attention particulière vu que tu es dans du sur-mesure. Donc, ton principe, c'est aussi d'accorder une attention particulière à chaque cheveu, à chaque texture, à respecter, à reconnaître la diversité des textures. Pour toi, ça, c'est important. Ça fait partie de l'identité même de la femme, de l'homme, son type de cheveux. Et donc, ça doit être pris en considération. D'après les mots qu'on utilise, oui. C'est super important parce que on a parlé de texture, donc bouclé, crépus, frisé, ondulé. Et je sais que pour les cheveux qui sont frisés, mais plus crépus, mais vraiment très crépus, on est encore stigmatisé dans le monde dans lequel on vit. C'est un cheveu qui est encore sous-représenté pour moi. Et quand j'ai des clientes qui viennent avec un cheveu très crépus, au général, elles me disent désolé, mes cheveux sont sales, ou désolé, j'ai pas pris soin de mes cheveux. Je dis mais vous venez dans un salon pourquoi? Pour qu'on entretienne vos cheveux. Donc, vous devez pas être gêné en fait. Voilà, c'est votre moment à vous. Donc, il n'y a pas à être mal. Et je ressens plus cette gêne chez les personnes qui ont un cheveu très frisé parce qu'elles se disent mon cheveu est très shrinké, il est trop sec, il est terne, il est difficile. Okay. Est-ce que la coiffeuse va faire quelque chose? Est-ce que Comme un enfant qui courait partout. Ouais, voilà. Et là, je leur dis pause. Si vous êtes ici, c'est que on va prendre soin de vos cheveux et je vais vous donner les possibilités qu'il y a avec vos cheveux. C'est sûr que vous n'allez jamais sortir avec la boucle d'une personne qui a un cheveu frisé ou bouclé. Vous allez sortir avec les cheveux que vous avez et je vais vous montrer comment les entretenir et quels produits utiliser. Et le plus important pour moi, c'est pas que la cliente ait la plus belle coiffure, mais c'est qu'elle ait les clés pour entretenir ses cheveux une fois arrivée à la maison. Mon slogan, c'est
un peu réécrire son histoire capillaire. C'est-à-dire que tu viens dans mon salon, je te donne les gestes, mais continue à prendre soin de tes cheveux à la maison. Et quand tu reviens dans mon salon, je veux voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc, mon objectif, c'est pas que tu reviennes toutes les semaines. C'est que tu reviennes peut-être tous les mois, 2, 3 mois, mais que quand tu reviennes, tu me dises, OK, super, ce produit, il a super bien fonctionné. Alors, ou celui-là, non, moins bien, parce que ça n'a pas été. C'est que les gens, en fait, prennent conscience de leurs cheveux. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui a été perdu pour toi, la conscience du cheveu, de son identité en lui-même? Moi, je pense que oui, parce que ce qu'on véhicule aujourd'hui dans les médias, les canaux de beauté qu'il y a, surtout pour les cheveux crépus, il est très, très, très peu représenté. Oui. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup du cheveu frisé parce qu'il ressemble aux cheveux crépus, mais on va pas beaucoup parler du cheveu crépus, surtout en Belgique. Et je pense que oui, c'est quelque chose qui... Désolée, je suis en train de me perdre dans mes idées. C'était quoi encore la question? C'est pas grave, tes idées sont bien quand même. Donc tu disais qu'il était moins représenté. Oui, moins représenté. Et pour toi, c'est un peu dommage parce que finalement, ça fait partie de l'identité de la personne. L'identité parce que en soi, le cheveu, c'est lié à notre personne. Oui. Tu rejettes ton cheveu, tu te rejettes toi. Tu te rejettes toi, t'es perdu, tu sais pas qui tu es. Et donc, tu commences à copier ce qu'il y a autour de toi, mais tu ne te trouves toujours pas toi, en fait. Tout à fait. Et moi, mon objectif, c'était de dire aux femmes, en fait, le plus important, c'est que tu dois aimer tes cheveux, mais avant de vouloir aimer tes cheveux, est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Si tu t'aimes pas, tu vas pas aimer tes cheveux. Tu vas toujours te comparer, tu vas toujours dire qu'il y a un problème. Et tu auras du mal à les entretenir, puisque tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu n'aimes pas ton être, donc tu vas jamais prendre soin de quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, du coup, je leur disais, non, toi, et c'est là qu'on rentrait dans une dimension, quand je disais de conseils d'intérieur, et puis la personne te racontait, oui, quand j'étais petite, mes oncles et mes tantes me disaient toujours que j'avais un cheveu très dur, comme l'éponge, nani, nanana. Et plein de comparaisons négatives qui faisaient que la personne s'était un petit peu... dévalorisée. Ouais, dévalorisée. C'était un petit peu recroquevillée sur elle-même. Et donc, avant de commencer un soin, il faut dire à la personne que, voilà, tu dois juste t'ouvrir. Et comme je lui ai dit, regarde, des fois, j'ai donné comme conseil, regarde des filles qui te ressemblent sur les réseaux sociaux et pas des filles qui te ressemblent pas. Tout à fait. Donc, quand tu cherches une coiffure, rien que le visage, la couleur de peau ou les cheveux, ça va changer la donne. Mais si tu regardes une personne, toi, par exemple, tu as une peau un peu plus ébène, tu vas regarder quelqu'un qui a un teint caramel, vous savez déjà que ça va pas matcher. Donc, regarde quelqu'un qui te ressemble et en fonction de ça, tu pourras trouver des solutions. Donc, je pense que oui, l'identité du cheveu est vraiment liée à son soi-même, en fait. Oui, donc tu parlais aussi des canons de beauté, la définition, en fait, de la beauté. Il y a pas mal de choses, en fait, finalement, à déconstruire. Et toi, tu participes à cette déconstruction au quotidien, si je comprends bien. Quelle est la part de responsabilité, selon toi, du lissage intensif, de la culture du défrisage qu'on a toutes subi, je pense, étant enfant? Ouais, c'est ça. Par exemple, dans mon salon, moi, je fais comme des brushings. Je lisse quand même les cheveux de mes clientes parce que je veux pas être... C'est bien de le dire, comme ça. Comme ça, tout le monde entend qu'on n'est pas avec une leader d'un parti anti-cheveux lisse ici. Parce que pour moi, on doit avoir le choix de ce qu'on veut faire avec nos cheveux. Il faut juste prendre en compte les conséquences. C'est-à-dire que moi, je dis à mes clientes, par exemple, des clientes qui reviennent tous les 2-3 mois faire un brushing parce qu'elles ont envie de changer de tête, parce que nos cheveux nous le permettent. Mais maintenant, il faut utiliser les produits adéquats pour protéger le cheveu, pour faire en sorte que le cheveu ne soit pas brûlé. Aujourd'hui, il y a des techniques, il y a des manières de faire pour protéger le cheveu quand on lisse. Après, moi, je n'utilise pas de produits lissants. Tu nous en parleras, des conseils et tout ça. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, même une personne qui défrise des cheveux, je ne veux pas juger. Comme je dis encore une fois, chacun est libre. Parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance par rapport à ça. On connaît les risques qu'il y a derrière ça. Et donc, la personne, quand elle défrise ses cheveux, c'est en âme et conscience. Donc, qu'est-ce que moi, je vais venir lui dire? Défriser, oui, on sait que c'est pas bien, mais si tu veux le faire, fais-le. Moi, je suis plutôt dans, OK, l'après-défrisage, l'après-coiffage. Enfin, qu'est-ce que tu fais pour entretenir tes cheveux? Parce qu'il y a des personnes qui défrisent, mais après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entretiens? Tu n'entretiens pas. Il faut entretenir ça parce que ça reste un produit chimique, parce que c'est comme ça transforme les cheveux. Donc, il y a des produits adéquats pour quand même protéger ton cheveu jusqu'au peut-être au prochain défrisage. Pareil pour quelqu'un qui lisse juste avec un fer et tout, etc. Quand je vois que c'est abusé, je dis aujourd'hui, on va faire autre chose. Parce que mais donc, tu as des clientes et des clients qui depuis des années, sont tout le temps avec des cheveux qui portent en tout cas une coiffure avec une texture de cheveux qui n'est pas leur texture originelle et qui ne connaissent plus. Ça t'est arrivé de rencontrer des clients qui te disent qu'ils ne savent plus à quoi ressemblent leurs cheveux naturels? J'ai rencontré une jeune femme, elle vient de l'Afrique du Nord.
Et elle, en fait, elle m'expliquait que depuis toute petite, toutes ses sœurs, ses tantes, sa mère, sa grand-mère, pour elle, être belle, c'était d'avoir les cheveux lisses. Ah oui. Et dans toutes leurs fêtes et tout, la beauté d'une femme, c'est d'avoir des cheveux lisses et longs. Et voilà, c'était comme ça. Mais un jour, en fait, elle a pris conscience que c'était pas normal. En fait, elle a vu que quand elle faisait trop de lissage, et puis c'était pas juste lissage au fer, c'était vraiment, c'était bon, qu'on cite aujourd'hui ici, lissage au tanin, et puis on va te c'était lissage japonais ou chinois. Enfin bref, il y a tellement de termes aujourd'hui. Oui. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a regardé une photo d'elle, elle a dit, mais en fait, il y a une époque, j'avais beaucoup quand même de cheveux, même quand je lissais, et la dernière photo qu'elle avait prise, elle avait vraiment plus rien sur la tête. Ah et là, oui. elle a commencé à paniquer, elle s'est dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc elle est Les venue. conséquences. Ouais. Sur le long terme, parce que sur le moment même, on ne le voit pas. Donc, elle est venue dans mon salon et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je voudrais voir mes cheveux parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle avait 30 ans, ouais. J'ai jamais vu mes cheveux. Je fais, comment ça, jamais tes cheveux? Non, non, mais j'ai jamais vu. Je dis, mais comment ça, t'as jamais vu tes cheveux? Oui, t'as des cheveux. Elle fait, non, mais je sais qu'ils sont bouclés, mais je les ai jamais vus. Ok. J'ai dit, ok. Je dis, ok, on va faire le soin. Donc, moi, c'était le soin onco, donc je fais le rituel et tout, etc. Et au moment où on lui lève les cheveux, elle arrive devant le miroir, je lui explique. Je lui dis, ben voilà, là, il y a la partie endommagée. Toute la partie lisse, c'est la partie qui a tellement été traumatisée qu'elle ne boucle plus. Et puis, tu as tes belles bouclettes qui sont en train d'arriver. Mais le problème, c'est que c'était très court. Elle m'a dit, oui, mais ok, mais ça va être plus long. Je fais, comment ça, plus long? Elle fait, non, mais ça va tomber des boucles. Je dis, non. Enfin, la partie qui est lisse, elle est morte, en fait. Il faut qu'on la coupe. Ou alors, si tu veux qu'on ne la coupe pas, il faut vraiment alors attendre au moins 1 an, le temps que ta boucle revienne. Mais tu auras toujours ces petits fils-là. Donc, il faudra couper. Ah oui. Elle m'a dit, mais couper comment? Je dis, non, mais on va couper, on va donner une forme Couper à tes cheveux. knip. Ouais, elle me dit, couper comment? Et là, je me rends compte que, ok, je me rends compte que ça devient compliqué parce qu'elle réalise pas. Et là, je m'arrête et je lui dis, écoute, j'ai pas envie de te traumatiser parce que voilà, c'est la première fois que tu viens dans mon salon. Mais je vais t'expliquer, en fait. C'est que le retour au naturel, c'est pas juste, en fait, tu redécouvres tes cheveux, mais c'est te redécouvrir toi. De ce que tu m'as expliqué, tu m'as dit que dans ta famille, on est belle qu'avec tes cheveux lisses. Mais ça, c'est ton vrai toi. Et t'es toujours belle. Elle fait, non, mais je me reconnais pas. Je dis, oui, je sais, mais c'est ça. Ça, c'est ton vrai toi. Toi, avec tes cheveux bouclés. Et là, elle se met à pleurer. Je pleure aussi. Et je lui dis, je ne vais pas aller au-delà de ta limite. Est-ce que tu veux qu'on coupe ou pas? Elle me regarde. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je dis, non, pas moi. Toi, qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que toi, tu ressens dans ton cœur? Elle me dit, non, mais c'est le moment, je dois y aller. Et à chaque fois que je coupais, elle pleurait. Puis à la fin, elle avait vraiment un beau petit bougie bien bouclé et tout. Elle me dit, je me reconnais pas, j'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai dit, mais c'est toi. J'ai dit, c'est toi. Oui. J'ai dit, non, mais c'est toi. Il y a personne d'autre, c'est bien toi. Elle a fait, mais non, je dois m'accepter, mais à la maison, ils vont pas comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit, mais tes cheveux, t'es abîmés de toute façon. Et il n'y avait pas d'autre solution. Soit ça allait tomber tout seul, soit c'était moi qui allais les couper. Et puis elle m'a dit, merci beaucoup et tout. Bon, après, j'ai plus revu. Hein. Donc, je sais pas si elle a relissé ou pas par derrière. Mais en tout cas, c'était... cette expérience m'a fait comprendre que cet aspect-là du cheveu, on n'en parle pas. Ce côté où le cheveu est lié à notre personne, en fait. Oui. C'est lié à nous. Donc, si nous, on a grandi avec une manière de faire, ou on a grandi avec certaines paroles, sur nos cheveux, ou on a toujours l'impression que c'était comme ça et pas autrement, le jour où on vient un petit peu chambouler tout ça, ça peut secouer une personne. Donc, il faut y aller mollo. Oui. Puis alors, comme tu dis... on oublie un petit peu, et c'est pour ça que nous, on en parle ici dans le podcast, c'est que on veut démystifier la peau, toutes les peaux, mais par extension, il y a le cheveu, tous les cheveux aussi, et souvent, en fait, il y a une corrélation entre la peau et la texture du cheveu, bien sûr. Avec des exceptions, bien entendu, parce que tout n'est pas que question d'égalité. Mais voilà, et bien entendu, il y a un type de cheveux qui est un petit peu laissé en retrait et qui est soumis à des traitements qui ne sont pas forcément les plus adaptés à sa nature et qui est mal aimé finalement. Est-ce que je pense que mal aimé parce que méconnu. Méconnu. Voilà, moi je dirais plutôt ça. Parce que quand je regarde, parce que moi je m'inspire beaucoup de coiffeuses nigériennes ou ghanéennes ou même au Rwanda. Moi, j'ai des amis qui me disent au Rwanda, là-bas, la plupart des femmes portent leurs cheveux naturels. Tu verras très peu de femmes qui défrisent leurs cheveux ou alors souvent elles sont loxées.
Et dans certains pays d'Afrique, il y a vraiment cette culture de OK, non, tu vas pas transformer ton cheveu, tu vas l'accepter tel qu'il est. Et souvent, même quand on va dans l'Afrique de l'Ouest, je parle par exemple en Guinée, les petites filles, elles sont coiffées avec leurs propres cheveux. Donc, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien parce que je pense qu'au niveau de leur religion, déjà, c'est interdit de mettre des extensions. Donc, par rapport à ça, elles ont dû trouver des techniques pour pouvoir se coiffer, mais avec leurs propres cheveux. Donc, pas d'extension. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, en Belgique, c'est juste parce que le cheveu, on va dire crépus, est vraiment méconnu et qu'il n'y a pas assez de représentation de ce qu'on peut faire avec le cheveu crépus, qui fait que les personnes sont bloquées ou se disent « Ok, moi, je vais terminer simplement avec une couette vers le bas ou un puff », alors qu'il y a plein de choses à faire. Et aussi ce côté où est-ce qu'on ose s'approprier des coiffures de notre culture, de nos traditions, parce qu'il y a plein de pays d'Afrique qui ont leur manière de coiffer. Donc, chaque coiffure a une signification. Aujourd'hui, on voit que les nattes sont à la mode et tout, mais ça avait une connotation importante pour ces peuples-là. Par exemple, les tresses qu'il y avait, c'était des chemins pour que les esclaves puissent se libérer. Enfin, il y a tellement de coiffures aujourd'hui, mais est-ce qu'on est prêt en fait à les embrasser? Est-ce qu'on est prêt à embrasser notre culture, se dire ok, oui, notre cheveu il est adapté pour ces coiffures-là. On a un cheveu crépus, pas forcément pour les lisser, pas forcément pour mettre des extensions, mais c'est parce que voilà, nos cheveux ils ont été créés par exemple pour faire. Bon, je le dis, ça ne veut pas dire que c'est pour ça, hein. Mais par exemple pour faire des nattes ou quoi, parce que c'est ça qui nous correspond le mieux au final, et qu'on ne peut pas s'adapter à ce que un cheveu, on va dire peut-être bouclé, peut avoir. Non, nous, notre cheveu à nous, ce qui est adapté pour nous, ce qui va faire en sorte qu'on pourra se sentir bien avec cette texture-là, c'est ça. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Et tant qu'on n'est pas prêt à l'accepter, ce cheveu sera toujours mal aimé, en fait. Et c'est intéressant que tu le dises comme ça, parce qu'en fait, ton discours s'inscrit un petit peu dans un discours de décolonisation du cheveu afro, comme le terme décolonisation est très à la mode. La déconstruction, pas mal de choses et de conséquences d'une histoire, d'une culture un petit peu aliénante. Enfin, pas qu'un petit peu, mais voilà, bref. Donc, ton discours s'inscrit là-dedans, alors même que, tu me corriges si je me trompe, mais à partir du moment où quelqu'un pousse la porte de ton salon, en principe, sachant ce que tu fais, c'est déjà une personne qui a une certaine conscience et qui embrasse au moins un petit peu cette envie et ce projet d'avoir ses cheveux naturels et de les respecter, en fait, de les aimer et de les respecter, parce que est-ce que tu dirais que tu as quand même encore des gens qui viennent chez toi pour confectionner une perruque et c'est sans jugement ce que je dis, mais c'est vrai qu'on rencontre quand même pas mal de femmes encore qui nous disent qu'elles sortent pas sans leur perruque. On a eu un podcast d'ailleurs sur tu l'as entendu, je pense, sur le cheveu afro. La question du cheveu afro et du professionnalisme, de son caractère professionnel ou pas. Et voilà, est-ce que tu as encore tu as ce genre de personnes-là qui viennent quand même, ce type de clientes qui viennent pour prendre soin de leurs cheveux, alors qu'à la sortie, elles vont remettre la perruque par-dessus parce que je l'aime ce cheveu, mais je l'assume pas totalement. Et tu rencontres ce paradoxe Moi, moi, je fais des soins justement. Ça, c'est le soin Kikao. Souvent, c'est des femmes qui viennent faire le soin des nattes pour après poser leur perruque. Oui. Et en fait, ces femmes-là, soit c'est des personnes qui n'ont vraiment pas le temps, parce que entretenir ses cheveux, c'est compliqué et mettre elles entretiennent, mais peut-être pas aussi suffisamment qu'elles le voudraient. Donc elles se disent ok, la perruque, c'est vraiment la solution pour de facilité. Oui, voilà, pour de gagner facilité, du temps. pour gagner du temps, pour aussi ne pas abîmer mes cheveux, parce qu'il faut pas croire que parce qu'une personne porte une perruque, ses cheveux sont pas propres, ses cheveux sont pas solides. Oui, tout à fait. Il y a souvent des femmes qui ont des très très beaux cheveux, c'est juste par souci d'organisation, elles ont peut-être 2-3 enfants, elles n'ont pas le choix, et qu'il y a un moment donné, entre les cheveux et les enfants, le choix est vite fait. Je mets ma perruque, mais mes enfants, je sais qu'ils sont tip-top bien coiffés. Parce que ça prend du temps finalement, comme on l'a dit et redit, ça prend du temps de prendre soin. Et en général, c'est des personnes qui ne veulent pas juste se contenter de faire des nattes, elles veulent comprendre aussi leurs cheveux, et donc voilà, elles achètent les produits qu'il faut. Et puis il y a des femmes aussi, souvent, c'est aussi, souvent c'est le partenaire qui n'assume pas forcément le cheveu qu'ils estiment que c'est pas assez propre. Oui, ils savent que c'est bien les cheveux naturels, mais tu es mieux quand tu mets ta perruque. Donc, il y a cette envie de plaire à l'autre qui fait qu'on s'oublie soi-même au détriment de l'autre parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. Donc, on va faire toutes sortes de déconstructions ici. Ouais.
À parler de colonialité, de sexisme, tout. Hein. Non, c'est ça. Et à ce côté-là, parce que je pense que s'il faut éduquer l'homme, mais je pense qu'on est une génération, enfin notre génération à nous, on est beaucoup plus ouvert. Voilà, que ce soit ton compagnon, ton copain, voilà, il va comprendre que je t'ai des nattes, je sais tes cheveux. Enfin, ils seront pas choqués si demain tu viens avec ton afro, quoi. Au contraire, ils vont dire c'est beau, j'aime trop et tout, etc. Tu refais ça plus souvent et tout, etc. Mais on va dire une génération un peu plus en haut, c'est pas encore trop bien vu. Bon, oui. Et je veux me permettre de revenir en arrière. Tu disais il faut éduquer l'homme. Peu importe la communauté, tu rencontres des clientes qui sont en couple avec des hommes de toute communauté et malgré tout, le constat est le même. Moi, j'ai, pour juste rebondir sur ce que tu viens de me dire, petit exemple, j'ai un couple mixte qui vient au salon et... non, je ne vais pas dire un, parce que je veux dire comme ça, il n'y a personne qui se sent visé. Il y a certains couples mixtes qui viennent au salon et... où la femme est... où la femme est africaine et le papa est caucasien. Ok. Et souvent, les remarques ou alors c'est les grands-parents qui viennent avec les enfants du coup issus du couple. Issus du couple. Et des fois, leurs commentaires, je suis là, mais pourquoi quel vous dites type ça? De commentaires? On a besoin de ça. Vraiment. Non, mais voilà, déjà, oui, je sais que le cheveu afro ne pousse pas aussi vite qu'un cheveu européen. Je dis c'est faux. J'ai dit c'est faux. C'est juste que vous voyez pas les bonnes personnes, mais c'est faux. Et puis que moi, j'ai dit définition dans mon salon, je pense que je n'ai jamais vu de personnes avec autant de cheveux, même des personnes non métisses, des femmes africaines avec des cheveux. J'ai dit, mais en fait, vos parents vous font manger quoi? Que ce soit des enfants, que ce soit des femmes, elles ont des cheveux magnifiques. C'est juste que, bon, elle ne veut pas abîmer leurs cheveux, elle ne veut pas aller dans n'importe quel salon. Deuxième remarque, c'est ces cheveux, on ne peut pas un petit peu les dompter. Je pense que ça ressemble à un caniche. Mais tu as déjà entendu ce type de remarque-là formulée comme ça? Oui, voilà. Ou alors, mais là, j'ai ma petite fille, mais je trouve que son cheveu est il est trop dur, pas facile à coiffer. Je dis, mais... Devant la petite fille en question. Okay. Et tous les parents, c'est devant les enfants. Hein. Oui, ok. Et moi, je suis là. Et moi, je dois contrecarrer. Je dis, non, vous pouvez pas dire ça. Enfin, poliment, hein, mais je dis, non, mais ne dis pas ça, c'est normal. Et puis, les cheveux de la petite ne sont pas du tout compliqués. C'est juste que vous n'avez pas les bons gestes. Il faut avoir les bons produits. Il faut savoir bien coiffer le cheveu et pas juste comparer, en fait. Souvent, ils aiment bien aussi comparer. Et donc, du coup, c'est des choses qui reviennent souvent et que j'entends dans mon salon et qui, des fois, me frustrent. Donc, je dois vraiment essayer d'éduquer à ce niveau-là. Et oui, souvent dans les couples mixtes, moi, j'avais une cliente qui m'a dit qu'elle avait sa fille, elle faisait des tresses. Et quand elle allait chez son père dit non, mais je veux pas qu'elle ait des coiffures africaines, c'est quoi ça? J'ai mis une tresse qui pend, une petite fille caucasienne peut aussi en faire. Ça veut pas dire que nécessairement c'est une coiffure africaine, c'est juste une tresse, c'est une tresse, quoi. Et elle était choquée, donc quand sa fille allait chez son père, elle pouvait pas, elle devait juste avoir ses cheveux. Mais quand elle a ses cheveux comme ça, mais bon, je veux pas trop qu'elle ait les cheveux trop afro, mais je dis, mais en fait, à partir du moment où vous décidez de vous mettre en ménage avec quelqu'un qui est différent de votre origine, attendez-vous à ce que l'enfant soit différent, donc adaptez-vous aussi. Et même dans votre vocabulaire, dans votre manière d'appréhender la chose, vous ne pouvez pas parler à votre enfant de la même manière que vous parlerez peut-être à une personne qui a les cheveux lisses. Tout à fait. Son cheveu est différent. Oui. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est important d'éduquer les parents, le papa aussi. Pourquoi? Parce que, on va dire, le premier amour d'une petite fille, c'est son père. Donc, une petite fille se regarde dans les yeux de son père. Donc, si son père a déjà des paroles désobligeantes, plus tard, quand elle va grandir, elle va accepter des mauvaises paroles, ça peut être de son compagnon, d'un ami ou des camarades de classe. Et en fait, elle va se dévaloriser. Mais si, dès petite, elle a entendu que non, son père dit « mais t'as des trop beaux cheveux, t'es trop belle ». Et peu importe la coiffure qu'elle a, même si elle a un chignon là et que ses cheveux sont en pétard, mais lui dire qu'elle est belle, elle va grandir en fait en se disant en fait, peu importe, moi je m'en fous de ce que tu penses, mon père il me trouve belle. Et moi, je vais apprendre à m'aimer comme ça. Donc, éduquer les parents ou l'homme ou le couple qui est mixte, c'est très important. Après, j'ai des couples mixtes qui sont géniaux, où on voit que le papa est vraiment à fond, il s'informe, on m'a dit que je devais faire ci, est-ce qu'on m'a dit que je devais faire ça, ou des fois qu'ils sont émerveillés de voir les cheveux de leur enfant, je savais pas qu'elle avait des boucles comme ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec ses cheveux, et qui sont curieux en fait, et qui peut-être des fois c'est vrai qu'ils sont maladroits, et donc c'est pas attentionnel, mais donc du coup il faut leur montrer comment utiliser les mots appropriés pour pas choquer l'enfant, parce que des petits bouts de 3 ans, ils engobent les choses très rapidement, quoi. Et puis là, tu as parlé des couples mixtes, mais tu as plutôt parlé des couples, tu nous as parlé de couples où c'est la mère qui est afrodescendante.
Et tu as parlé de petites filles. Oui. Mais alors, Les en petits fait, garçons. il y a aussi le cas où c'est la mère qui est blanche et la petite, elle est métissée. Elle a peut-être une texture de cheveux Et là, c'est qui bizarre est parce que complètement différente de celle de sa mère. Mais en même temps, voilà, du coup, la maman... elle est un petit peu parfois dépourvue de moyens parce qu'elle connaît pas. Alors soit on a un papa qui s'investit parce qu'on a les papas 2.0 maintenant, qui s'investissent et ça qui faire des couettes. oui c'est ça, ou alors les sœurs du papa, des copines, des gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Mais tu as aussi bien entendu à la maison, mais tu as aussi tout le rôle de la représentation, de la médiatisation. Mais en fait, et alors là, je me permets de laisser la parole à Erika. Bien sûr. À ce sujet sur la représentation. C'est un petit peu ton domaine aussi. Mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à la représentation? Oui. Je trouve ça intéressant déjà que tu relances le sujet des couples mixtes inversés, donc avec une maman blanche, parce que c'est vrai que les petites filles en soi vont moins se reconnaître, même si en soi les petits garçons aussi sont concernés. Ouais, les petits garçons aussi sont concernés. Mais en soi, est-ce que t'as pas aussi la même chose, même en dehors des couples mixtes, même un enfant noir avec ses parents tous les deux noirs, est-ce qu'ils vivent pas parfois la même chose? Yes. Mais déjà, avant de répondre à ta question, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais. Ce qui est paradoxal, c'est quand la maman, elle est européenne ou caucasienne, de manière générale, et que le papa, il est africain, mais on voit l'investissement à fond des mamans. Et des fois, je suis émerveillée de ce qu'elles peuvent faire sur les cheveux de leurs filles. Elles sont en mode, je sais que je suis pas... Donc, en fait, elles culpabilisent déjà le fait de ne pas être noires pour expliquer à leur enfant qu'elles vont faire toutes les recherches inimaginables possibles. Elles vont demander à des amis, elles vont demander à des collègues, elles vont acheter des produits, même si c'est pas les bons, c'est pas grave, mais elles vont acheter des produits, elles vont acheter des livres pour leur enfant en disant, ben voilà, regarde à quoi tu ressembles. Donc, on sent vraiment l'investissement pour que leur enfant se sente à l'aise. Donc, vraiment, sur les 3/4 des mamans que j'ai, c'est très rare de voir une maman qui ne se soucie pas de l'entretien des cheveux de ses enfants, que ce soit fille ou garçon. Vraiment, on sent qu'elles ont vraiment l'envie de faire en sorte que leur enfant se sente bien, en fait. Et dans les couples donc non mixtes, franchement, j'ai jamais, que je me souvienne, peut-être que je dis des bêtises, mais en général, les parents ne viennent jamais à deux. C'est très rare, vraiment très rare. Soit c'est la maman, soit c'est le papa, mais jamais à deux. Et souvent, comme je dis, nous, on est une génération, on a beaucoup changé. Et je pense que les papas et les mamans, enfin, si je peux parler des hommes, sont assez conscients. Au contraire, des fois, ils sont tellement gaga de leur enfant qu'ils disent non, mais je veux qu'elle soit la plus belle possible. Et donc, ils ne vont pas avoir des mots durs ou quoi que ce soit. Parce que je pense qu'ils vont aussi penser à leur propre enfance. Ils vont se dire non, mais mon enfant, je veux qu'il vive bien. Je veux qu'il soit... En fait, ils veulent vraiment que leur enfant ait tellement qu'ils aient une belle vie que je pense que, en tout cas, de ce que je me souvienne, j'ai jamais eu des parents qui sont venus en mode avec des paroles désobligeantes, mais c'était plutôt en mode ok, on n'a pas le temps de s'en occuper, on veut qu'elle soit quand même bien coiffée. C'est eux qui disent non, allez, tu restes tranquille maintenant, la coiffeuse va te faire une belle coiffure, arrête. Moi, j'ai pas le temps de. Mais c'est plutôt vraiment peut-être en termes de temps. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est une génération qui ne défrise pas leurs cheveux. Donc les parents sont un peu dépassés de voir comment leurs enfants peuvent avoir autant de cheveux. Et souvent, c'est des enfants qui, enfin, cette génération, comme je dis, je sais pas qu'est-ce que les parents leur donnent à manger, mais ils ont des masses et des masses, même plus que des adultes. Et donc, il y a un moment donné, quand tu as 1 an, 2 ans, ça va, mais à partir de 3 ans, tu vois que les cheveux, ça va dans tous les sens. Donc, les parents sont un peu dépassés. Donc, ils se disent, non, écoutez, moi, je veux rien faire. J'ai pas le temps. Et en général, les 2 parents travaillent. Donc, il n'y a pas le temps de commencer à faire les coiffures du soir. Donc, en général, ils prennent des abonnements. Et donc, moi, je m'occupe de faire les coiffures. Et donc, ils reviennent 2 semaines après, je défais et je refais la coiffure. Et donc, les parents sont à l'aise. Donc, et on voit vraiment que c'est des parents qui sont investis. Et ça, c'est aussi donc un service en plus. Ah oui, voilà, c'est un service en plus. Non, tu n'avais pas parlé. Non, je n'ai pas parlé. Donc, je m'occupe des enfants. Et j'ai mis aussi en place, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des parents qui étaient vraiment désespérés. Dans le sens où ils n'avaient vraiment pas le temps. Et donc, du coup, j'ai mis en place un système d'abonnement où je dis, OK, ça va. Donc, toutes les 2 semaines, donc l'enfant vient dans mon salon, il paye un certain forfait. Et là, je m'occupe on lave leurs cheveux, on coupe leurs pointes et on refait une coiffure protectrice qui va durer, ça peut durer 2 mois, mais toutes les 2 semaines, ils reviennent, en fait. Donc, on fait des trucs vraiment sympas, rapides, parce que je sais que, par exemple, sur les enfants de plus ou moins 3 ans, j'ai 1h30 max. Donc, il ne faut pas que j'aille avec des choses rocambolesques. Non, ça doit être rapide, efficace, et ça doit tenir 2 semaines. Donc, voilà, ça, c'est mon challenge à chaque fois que j'ai des enfants qui viennent prendre l'abonnement. Et c'est trop mignon parce que je vois l'évolution de ces enfants, comment leurs cheveux poussent. Et je me dis, OK, je ne suis pas folle, mes conseils sont quand même bien. Et de voir que les parents sont soulagés aussi. Se dire, OK, ben en fait, c'est un poids en moins, mais aussi bien au niveau de la pratique, mais aussi intérieur, parce qu'ils culpabilisent. Se dire, OK, moi, je ne sais pas comment faire
pour entretenir les cheveux de mes enfants, j'ai trouvé quelqu'un à qui je peux vraiment confier leur tête et j'ai pu en m'en occuper. Donc, ça, c'est un truc que je mets à côté, je m'occupe d'autre chose. Ok. Donc, voilà. Super. Eh bien, merci pour tout ton témoignage. De rien. Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'on sait que on est indéniablement le résultat d'une histoire. Bien sûr. On sait qu'on est le résultat d'un passé. D'ailleurs, toi, c'est ton histoire, c'est ton expérience de vie qui t'a mené à ce cheminement qui a permis de faire naître en fait Ouzi Herbar et que tu puisses faire profiter et autant de clients de toute ta générosité également, de ton rêve. Donc ça, c'est super. Et que tu puisses participer finalement à toute la déconstruction à ta manière sur un des aspects de notre quotidien et du quotidien finalement de tous tes clients. Yes. Et donc, ce passé, cette histoire, elle impacte notre identité, mais aussi notre définition du beau. Oui. Pas seulement du beau, mais aussi du bien. Et on est soumis finalement à une forme d'aliénation, même en ce qui concerne les cheveux, qui sont, même si on le néglige, mais c'est un aspect important de la personne que nous sommes. Donc, en ce qui concerne les cheveux, tout comme la peau, finalement, avec certaines peaux, certaines textures de cheveux qui sont un petit peu laissées à l'abandon, qui sont laissées pour compte, qui sont dénigrées, qui sont beaucoup moins valorisées, beaucoup moins montrées. Ça, tu nous en as parlé aussi. Et c'est ça que tu as voulu changer, finalement, également. Et à travers ça, tu as été un petit peu toi-même surprise par tout le résultat et le fait qu'en fait, il y a plein de gens qui se sentent un petit peu délaissés, pas que les cheveux crépus. Et donc, avec tout ce que ça comporte comme conséquence pour la construction identitaire, la construction de soi. Et donc, tu travailles déjà avec les enfants dès le plus jeune âge. Oui. Tu travailles aussi avec les parents. Je sais aussi que tu travailles avec des partenaires fournisseurs de produits. Exactement. Donc, tu fais une sélection de produits de qualité en faisant attention aussi à la composition. Exactement. Pour que sur le long terme, ça n'abîme pas non plus le cheveu, parce que ça, c'est important. Et donc, ça, c'est des thématiques aussi sur lesquelles on aimerait t'entendre. Quelques conseils pour le soin des cheveux. Déjà, il ne faut pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à tout faire d'un coup. Et pour moi, c'est less is more. Donc, le moins, c'est le plus, si je peux dire ça comme ça. En fait, les gens, ils ont l'impression qu'ils doivent avoir 10 000 produits pour entretenir leurs cheveux. Pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Pour moi, en fait, déjà, le plus important, c'est de trouver le produit adéquat à vos cheveux. Si tu as un cheveu crépus, tu sais que tu auras besoin de quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus lourd, limite que ton cheveu devienne gras, parce que c'est ce dont nos cheveux ont besoin. On n'est pas dans le climat pour nos cheveux. Donc, ils ont besoin vraiment d'être chouchoutés vraiment d'une manière un peu plus conséquente qu'un autre type de cheveux. Oui. Et du coup, moi, ce que je dirais à mes clientes et que je remarque souvent, la première question que je leur pose, parce que je vois à l'œil et au toucher que le cheveu est un petit peu, on va dire, déshydraté. Est-ce que vous faites des masques ? Ah non, j'ai pas le temps. Moi, je mets juste un démélange. Non, c'est important de faire un masque. Pourquoi ? Parce que le shampoing lave, mais en profondeur. Donc, ça a un pouvoir asséchant. Donc, après ça, il est important de nourrir le cheveu. Tu lui as donné à boire, mais il faut le nourrir. C'est comme le corps. Tu lui donnes à boire, il faut qu'il mange. Ok, alors on va déjà s'arrêter là-dessus. Okay. On va déjà faire une pause pour que tu puisses réexpliquer, puisque bon, voilà, on veut parler des peaux, on veut parler des cheveux, mais vraiment le conseil, voilà. La première chose, tu fais la distinction entre le fait de nourrir et le fait d'hydrater les cheveux. C'est deux choses différentes. C'est complètement différent. Ok, on hydrate avec quoi ? On peut hydrater avec un spray hydratant, on peut hydrater, il y a des laits qui hydratent. Donc, il faut toujours regarder sur l'étiquette s'il est marqué. Ça doit être à base d'eau, en tout cas. En fait, l'hydratation, c'est l'eau, quoi. L'hydratation, c'est l'eau. C'est le meilleur ami pour les cheveux, même de si toute les façon, cheveux pour le corps, d'une manière générale. De manière générale. Et en fait, il faut juste regarder si les personnes qui sont très attachées à la composition, si le premier composant dans la liste des ingrédients, c'est l'eau, c'est déjà bien positif. Oui. Surtout pour un cheveu qui est très crépus, qui absorbe rapidement de par sa porosité. La porosité, c'est la capacité à maintenir donc un produit dans la fibre capillaire. Donc ça, il faut regarder. Et donc les cheveux crépus, en principe, absorbent vraiment. Rapidement. Ils ont soif, quoi. Ils ont vraiment soif. Ok. Et donc, oui.
Et donc, on hydrate. On hydrate. Et ensuite, on nourrit. On nourrit. Ok, ça, et on c'est peut une autre hydrater chose. au quotidien. Donc, Ok. comme je disais, avec un spray. Et il faut nourrir. Et maintenant, dans tout ça, il faut savoir comment capturer. Parce que ça veut dire qu'il faut comment je pourrais dire ça? Il faut qu'on donne de la bonne nourriture aux cheveux, Oui. mais que cette nourriture puisse rester correctement dans la fibre capillaire, que cette Ok. nourriture puisse venir soigner le cheveu, que cette nourriture soit vraiment de la bonne nourriture. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, il faut sceller l'hydratation. C'est l'hydratation. Oui. Mhm. Et ça, vous avez des crèmes qu'on appelle par exemple leave-in. Donc, ce sont des soins sans rinçage, des soins qu'il ne faut pas rincer, Ok. qui sont qui sont moins lourds que des masques qu'on va poser sur le cheveu et qui va permettre, en fait, si je peux dire ça comme ça, de nourrir le cheveu durant la semaine, en fait. Ok. Et donc, ça, c'est important. Et souvent, c'est ce qui manque dans la routine de mes clientes. Et en posant un petit peu des questions sur la manière dont ils utilisent les produits, bah, souvent, il manque ça. Ok. Donc, vraiment, il faut avoir une routine très simple. Un bon shampoing. D'abord, bien démêler ses cheveux pour éviter la casse durant le lavage. Mhm. Un bon shampoing, un bon masque. Et vous avez, aujourd'hui, parce qu'il y a toutes sortes de crèmes. Et comme je dis, il faut faire la différence entre les crèmes cosmétiques, donc qui sentent bon, et vous avez l'impression que, voilà, vos cheveux, il y a plein de bonbons sur vos cheveux. Enfin, la senteur, c'est vraiment, vous êtes vraiment très content. Il y a plein de bonbons. Il y a plein de bonbons sur vos cheveux, mais qu'au final, c'est pas si efficace que ça. Ok. Donc, le plus important, c'est quand vous mettez un produit sur vos cheveux. Je sais pas expliquer cette sensation-là, mais les gens qui, par exemple, utilisent des produits, je sais pas, on le ressent. Quand tu mets un bon produit, je sais pas comment expliquer, ça rentre bien dans ton... tu vois, tu sens que ton cheveu est... Il est en bonne santé, quoi. Ouais, mais je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... tu sens que ton cheveu, il a accepté le produit. Il Mhm. prend aussi une texture différente en fonction. Ton Oui. crâne, il y a quelque chose qui se passe. Mhm. Et Oui. ça, c'est les personnes qui ont utilisé un bon produit. C'est la seule chose que je peux dire, c'est cette sensation-là de se dire, OK, j'ai mis un produit, mais je sens qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. Et quand ce truc-là ne se passe pas, ça veut dire qu'il y a un problème avec le produit. C'est pas que le produit est mauvais, mais c'est juste que c'est pas adapté à vos cheveux. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, ce que tu dis aussi, c'est que un produit peut être bon pour X, Ouais. mais mauvais pour Pour Y, pas voilà. adapté pour Y. Et C'est donc, ça. Et ça ne dépend voilà. pas de la texture non plus. Ça Ça dépend pas spécialement de la texture non plus. Non, ça dépend pas de la texture. Ça peut aussi, souvent aussi, j'ai des clientes qui l'accumulation de produits, donc qui se disent non, Ah je oui, vais ok. beaucoup de produits, qui fait qu'à un moment donné, leurs cheveux ne répondent plus. Elles se disent mais pourquoi ce Ah produit-là avant ça fonctionnait bien et je comprends pas maintenant pourquoi ça fonctionne pas, parce qu'en fait, des cheveux tellement saturés et tellement fatigués qu'ils se disent mais en fait, tu m'as mis c'est trop de trop produits. lourd, quoi. Donc, Mhm. très important aussi, c'est d'incorporer la détox. C'est comme un peu pour le corps. Et à un moment donné, quand on mange trop gras, des trucs pas bons pour le corps, il y a des gens qui font des jeûnes intermittents. OK, pendant ce mois-ci, je vais pas manger tel ou tel aliment le temps que mon corps élimine toutes les toxines, tout ce qu'il faut éliminer. Pareil pour le cheveu. Donc aujourd'hui, il y a des produits qui permettent de détoxifier le cheveu. Le cuir chevelu, très important, parce que des fois, on le néglige. Mhm. Avec l'accumulation de produits, c'est ce qui crée des fois des démangeaisons. Ça peut être des petites pellicules. On a l'impression que c'est des pellicules, mais non, c'est des dépôts de produits. C'est Donc, ça. il faut bien laver les cheveux. Donc, à ce moment-là, utiliser une détox, donc un shampoing un peu plus fort pour bien nettoyer. Et ça, Ok. c'est une fois par mois. Et alors, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu penses de la pratique consistant à ne pas utiliser de shampoing et à laver ses cheveux qu'avec de l'après-shampoing? C'est comme si vous dites à une personne qui se maquille, on va dire, tous les jours, de ne pas laver son visage, mais de juste de se... Nettoyer à l'huile ou quoi? À l'huile. Bah, il y a un moment donné, OK, donc tu vas nettoyer à l'huile, mais est-ce que ça va bien nettoyer? Ça va juste, en fait, t'aider, ça va t'aider à juste enlever Enlever une des couche peaux, mais à un moment en donné, tu dois surface. quand même avoir un pouvoir lavant. Donc, comme je dis encore une fois, il y a tellement de théories aujourd'hui autour du cheveu, mais moi je dis, il faut juste repartir à ce qui est basique et ce qui est, en fait, comment je pourrais dire ça? Mon français est en train de partir. Comment je pourrais dire ça? À quelque chose qui est, enfin, c'est logique pour enlever quelque chose qui est une crasse, il faut quand même le nettoyer. Aujourd'hui, maintenant, il y a des shampoings qui sont doux. Donc, il n'y a plus des shampoings Ok. forcément agressifs. Donc, les marques sont conscientes que, bah, voilà, laver les cheveux tous les jours, déjà, c'est pas bon. Donc, c'est important d'utiliser quand même un shampoing qui va respecter la nature du cheveu. Donc, pour moi, c'est important de faire, de laver avec un shampoing. C'est comme on fait la vaisselle, on va pas se dire, OK, bah non, je passe juste à l'eau. Et à un moment donné, tu dois utiliser un petit peu de... Attention, Hélène, ne fâche pas le cheveutologue. OK, parfait. Parce que Je veux. on a quand même accueilli, comme tu sais, Yes.
Bentoum dans l'émission. Ouais. Et lui, il a sa technique qui est quand même bien répandue. Et celles qui l'utilisent disent quand même que c'est très efficace. Mais bon, je pense que de toute façon, dans la composition du shampoing, il y a quand même une part d'huile et de gras. Bien sûr. Et que le grain emprisonne aussi un certain nombre C'est ça. Bon, après... et lui c'était quoi reste son quand conseil? même cohérent. Hein. Ouais. Il conseille de plus utiliser de shampoing, en fait. Shampoing, okay. Mais en même temps, il conseille de plus utiliser beaucoup de produits qui, selon ta façon de voir les choses, ou en tout cas la technique qui est hyper répandue, c'est-à-dire d'utiliser des produits cosmétiques d'une manière générale. Quand on utilise en fait des leave-in, quand on utilise plusieurs produits, à un moment il y a une nécessité d'enlever les dépôts. Ouais, c'est ça. C'est parce que justement lui prône de ne plus utiliser ces produits-là, et donc il y a d'autres types de dépôts qui partent efficacement forcément avec sa technique à lui. Mais donc c'est aussi toute une question de cohérence. Non, moi je pense que je pars du principe que encore une fois il y a tellement de techniques par rapport aux cheveux, et pour moi le plus important c'est les résultats. Est-ce que ce que tu es en train de faire répond à un besoin? Oui. Est-ce que ce que tu es en train de faire t'a apporté une solution? Et après, je sais, j'ai un petit peu vu son histoire. Je sais que lui, il a été formé par Gillette Lewat, je pense. Voilà, qui a aussi toute une technique autour du cheveu et qui est une très, très bonne technique. Mais encore une fois, nous, on n'a pas... Enfin, pas qu'on n'a pas accès, mais encore une fois, ça fait partie des formations qu'il faut mettre en place pour le cheveu crépus. Oui, comme on dit, encore une fois, il y a toute une histoire. Je pense qu'avant de mettre tout ça en place, elle a étudié aussi le pouvoir de toutes les techniques qu'elle utilise. Elle les a mis en place, elle les a mis en pratique. Et donc, elle a vu qu'il y avait des résultats. Pareil pour les personnes qui ont peut-être créé les shampoings ou les masques et tout, etc. Ils ont essayé de répondre en fait à une problématique. Comme je dis aujourd'hui, il y a tellement de techniques pour pouvoir entretenir le cheveu. Pour moi, il n'y a pas une seule science infuse, mais il y a peut-être des croyances. Il y a des personnes qui vont dire, OK, moi, je crois plus à ces valeurs-là, donc je vais me tourner vers ça. Il y a des personnes qui disent, OK, je connaissais pas, donc je vais tenter. Et peut-être qu'en tentant, ils vont se dire, ah, mais non, je décide de plus utiliser les shampoings, d'utiliser cette méthode. C'est comme aujourd'hui, on a les shampoings solides. Alors qu'à l'époque, qui utilisait les shampoings solides? Personne. On était tous en mode shampoing liquide. Il y a des personnes qui se sont dit, mais en fait, un shampoing, c'est en mettant ça, tel ingrédient. Et sur ma peau, je vais utiliser ça, comme le savon noir. Qui utilisait le savon noir? Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'endroits qui ont du savon noir. Dès qu'on utilise ça, les personnes se sont dit ça, voilà, regarde, ça fait telle chose sur ma peau, je suis trop contente et tout, etc. Et encore une fois, comme je dis, c'est... Et après, tout dépend, excuse-moi, mais tout dépend de la personne, du temps qu'elle a à mettre... et de la connaissance, tout simplement. De la connaissance, et vraiment, je pense, du temps et de l'énergie qu'on est prêt à mettre dans le soin de nos cheveux, parce que la technique qu'on va utiliser, ça va aussi parfois dépendre de ça. Tout le monde n'a pas envie de passer 1 heure par semaine là-dessus. Et puis, il y en a qui vont facilement passer 1 heure par jour sur leurs cheveux. Ça dépend d'une personne à l'autre. L'accessibilité de l'information, et l'accessibilité des produits. Également. Ouais. Et puis aussi, et c'est le point le plus important pour notre podcast, c'est que le cheveu, comme les personnes, comme les peaux, c'est diversifié. Il y en a toute une sorte. Et même si extérieurement, le cheveu de X peut ressembler au cheveu de Y, ça ne veut pas dire que le beurre de karité qui fonctionne sur X, il va fonctionner sur le cheveu d'Y. En fait, il y a aussi... Il faut trouver ce qui fonctionne chez soi. Et comme tu dis, du coup, c'est vraiment... Si ça fonctionne, tant mieux, en fait. Moi, je pars de ce principe-là. Comme je dis, je ne suis pas... encore arrivé à un niveau où je me dis, OK, j'ai vraiment étudié le cheveu en globalité pour dire, OK, non, mais c'est ça qui fonctionne. Et même si on te dit ça, n'écoute pas ça. En fait, et comme je dis par rapport aux États-Unis, on a un retard de près d'une 20aine d'années sur la connaissance du cheveu, la science du cheveu. Et moi, ma seule expérience, c'est ce que je vois avec mes clientes. Oui. C'est que je me dis, tu peux avoir les bons produits, mais aussi il y a les gestes. C'est-à-dire que c'est comme, tu vas chez une make-up artiste, elle va te maquiller d'une certaine façon, mais toi, essaie de reproduire ça. Sa main, c'est sa main, et sa technique, c'est sa technique. C'est ça que et c'est pareil pour le cheveu. Il y a des clients qui me disent, ah, mais comment tu fais, j'y arrive pas et tout. Donc, c'est la connaissance, en fait. Donc, même si j'applique peut-être un mauvais produit, mais la manière dont je vais traiter le cheveu, la manière dont je vais le manipuler, peut-être que ça va peut-être pousser beaucoup plus vite que si elle le fait elle-même, parce que j'ai la technique, parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai la compréhension. Et il faut savoir que tous les jours, je rencontre des cheveux différents. Donc, un cheveu frisé n'est pas l'autre. Okay. Donc, je me dis, par rapport à ma technique à moi, je vois de l'efficacité sur mes clientes. J'ai un retour, en fait, pour me dire, OK, en fait, ce que je fais, c'est pas faux, en fait. Donc, il y a aussi beaucoup d'intuitif. Oui. Et comme tu disais, il y a
une diversité de cheveux, il y a une diversité de peau. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une seule manière de faire. Il y en a plusieurs. Mais maintenant, on doit trouver la manière qui nous correspond. C'est-à-dire que, voilà, il y a des personnes qui vont dire aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'utiliser les produits du commerce. Et quand bien même serait 100% bio, j'ai vraiment envie de retourner à quelque chose qui est plus, pas en terre à terre, mais qui correspond plus à mes valeurs, du retour aux sources et tout, etc. C'est un truc et qui vont très trouver une simple. réponse à leur envie et qui vont se dire, OK, pour moi, ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir aussi que tout passe de l'intérieur. Si tu crois en quelque chose, ça va se faire. Mais si tu ne crois pas en quelque chose, quand bien même on t'aura démontré de A plus Z que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner. Donc, je pense que tout part aussi de ce qu'on a. On parlait tout à l'heure de ça, de l'interne. Donc, quand tu es prêt, en fait, à entretenir tes cheveux, quand tu es prêt à changer ta vision de tes cheveux, automatiquement, tu as plein d'informations qui viennent et toi, tu feras le tri sur ce qui te correspond, ce qui te correspond le moins par rapport aussi à ton environnement, par rapport aussi à ton travail, par rapport à ta vie de famille, par rapport à tout ce qui t'entoure, en fait. Tu vas te dire, OK, moi, je suis prêt à consacrer autant de temps, je suis prêt à faire ça parce que ça me parle plus. Et comme je dis, demain, on aura encore autre chose qui sera sur le marché. Peut-être que ce que j'ai dit aujourd'hui, ça va peut-être changer. C'est ça, je oui, sais pas. bien sûr. Donc aujourd'hui, donc c'est avec les informations que j'ai, avec le retour de mes clientes, mon expérience, que je peux me dire, OK, ce que je dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ça. Mais encore une fois, j'ai pas accès à toute l'information. Moi, on n'a pas accès à tout. Il y a encore des choses qui vont être révélées. Il y a encore, par exemple, des ethnies en Afrique qu'on n'a jamais découvertes, qui ont peut-être des techniques à elles aussi. Oui. Et donc, du coup, qui vont peut-être un jour nous parvenir et on pourra se dire, OK, en fait, parce que nous, on avait appris, c'était pas si juste que ça. Et c'est en tout cas très, très riche et il y a plein de choses. Plein. Il y a plein de réponses. Plein. Il y en a autant que de types de cheveux. Exactement. Mais donc, attends, tu nous as parlé de l'hydratation. On hydrate avec principalement de l'eau. Ouais. C'est différent de nourrir. Parce qu'on a beaucoup, en fait, cette question. En fait, il y a l'eau. Pas juste. En fait, le truc, c'est que. C'est pas suffisant, mais ça doit être à base d'eau. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que de l'huile d'amande douce hydrate ton cheveu. Voilà. Si l'huile, ça n'hydrate pas, ça nourrit. Pas. Voilà, OK. Et en fonction de chaque, en fait, vous avez. Mais ça permet de conserver l'hydratation plus longtemps, finalement. Ça dépend des huiles. Ça dépend des huiles. Il y a des huiles scellantes, non scellantes. Donc, il faut ça. Par exemple, l'huile de coco, ça ne scelle pas. Donc, c'est une huile qui s'évapore. Et en général, il y a des personnes qui l'utilisent en bain d'huile parce que quand tu laves, ça part rapidement. Tandis que si tu mets de l'huile de ricin, essaye de laver de l'huile de ricin. Ça va coller sur tes cheveux. Donc, en général, on préconise de ne pas en mettre trop ou alors de le mélanger avec quelque chose pour que ça soit bien dilué. Donc, vraiment, c'est en fonction des huiles. Et donc, dans les corps gras que tu conseilles pour les cheveux, en général, on va partir sur le cheveu crépus parce que c'est quand même le cheveu qui est le moins mis en lumière. Donc, nous, on va le mettre en lumière. Non, donc, pour les cheveux crépus, par exemple, quels sont les corps gras que tu conseillerais? Moi, j'aime le karité, mais le karité fouetté. Parce que le karité, dans son état brut, non. Ça va en fait étouffer le cheveu. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est lourd. Tout ce qui est beurre, donc 100% beurre, donc qui n'est pas traité, ça va vraiment bloquer les cheveux. Donc après, maintenant, ça dépend l'objectif que tu veux par rapport à tes cheveux. Par exemple, il y a des personnes qui veulent faire des wash and go. Je ne conseille pas de mettre de l'huile sur leurs cheveux. Un simple gel, un gel hydratant, c'est bon. Mais pas commencer à mettre un corps gras, des huiles, parce que ça va bloquer, en fait. Ça va bloquer comment je peux dire ça? La fibre. Ouais, donc ça va le rendre lourd, en fait. Voilà. Donc ça va pas permettre que la boucle se définisse. Ça va alourdir trop, Et par exemple, si tu es plutôt en mode, moi, wash and go, c'est pas mon truc, mais je veux vraiment que mon cheveu soit bien gras, bien hydraté. Le beurre de karité, c'est très bien. Oui. Mais je dirais fouetter, parce que fouetter, on va mélanger avec des huiles qui vont permettre aussi des fois d'assouplir le cheveu. Il y a des fois qui mélangent avec le moringa. Le moringa, il faut savoir que c'est une plante qui permet d'adoucir naturellement le cheveu. Donc, il y a des gens qui vont rajouter des petites huiles, enfin, des huiles essentielles ou des huiles qui vont permettre en fait de donner un aspect plus gainé aux cheveux. Donc, après, moi, je suis pas experte dans la confection de produits. Non. Mais en général, je leur dis d'utiliser des choses assez quand même légers pour le cheveu, mais qui nourrit. Mais ça ne doit pas forcément être trop, trop gras parce qu'il faut savoir que le cheveu afro reste un cheveu fragile. Ça va. Donc, c'est pas un cheveu, il faut l'alourdir, vous mettez... Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois, qui comprennent pas, j'ai des cheveux qui cassent et tout, etc. Donc, mettre des produits qui sont nourrissants, bien hydrater les cheveux, donc des produits aussi à base d'eau. Donc, vous avez des crèmes, vous avez l'impression qu'elles sont épaisses, mais comme le premier ingrédient, c'est de l'eau, vous allez voir, ils vont bien se déposer sur le produit. Vous allez vraiment avoir cette sensation que, mon cheveu, là, il a bien été nourri. Donc, et les corps gras, oui, le beurre de karité, c'est pas mal, le beurre de mangue. D'ailleurs, je vends une gamme dans mon salon, Mango Butterful, 100% naturel. Oui. Elle fait vraiment un macérat
de mangue et tout avec des huiles. Et franchement, top. Pour ceux qui n'aiment pas forcément le karité, c'est aussi un substitut qui peut être vraiment très intéressant. Le beurre de mangue, donc bonne alternative. Une bonne alternative. En termes d'huile, tu as parlé donc de l'huile de ricin, mais qui est quand même assez lourde, donc à voir si ça fonctionne. Oui, à voir si ça fonctionne. C'est selon. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup ça avec le karité, donc j'aimais bien. Oui. Mais non, après, j'utilisais la vraie. L'huile de ricin, j'utilisais la vraie, donc celle qui était torréfiée. Donc, c'est la Black Jamaican Castor Oil qui coûtait assez cher. C'est un gros pot que j'achetais. Donc maintenant, comme c'est quelque chose d'assez rare, ils en font plus beaucoup. Mais j'utilisais ça au tout début de ma transition capillaire. Oui. Mais maintenant que je connais mon cheveu et qu'il a un petit peu changé de texture, c'est ça. J'ai plus trop besoin. Je sais que je dois avoir une bonne crème hydratante. Ouais. De toute façon, on encourage les gens à passer chez toi pour être sûr d'avoir le conseil sur mesure, parce qu'on est toujours dans le sur mesure. Mm-hmm. Un autre conseil peut-être sur la coupe. Les bouts, tout ça, les pointes. Ça, c'est hyper controversé. Moi, je dirais. On coupe pas. Il y a des personnes qui disent qu'il faut pas couper. Moi, je dis OK. Donc, pour les personnes qui ne coupent pas, il y a pas de problème. C'est pas une science infuse. Moi, je sais qu'en coupant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on enlève les cheveux morts et ça permet, parce que déjà, les cheveux poussent de la racine et pas du bout. Donc, et c'est la partie qu'on néglige le plus, c'est la partie du bas. Okay. Donc, qui est la plus attaquée, qui est la plus sensibilisée. Et donc, moi, quand je vois des cheveux qui se dédoublent, malheureusement, je vais dire, écoute, soit ça va manger ta longueur, soit je coupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, un peu comme l'ongle, alors. Un peu comme, ouais, voilà, c'est ça, il faut couper. Mm-hmm. Maintenant, quand je dis aux clientes, je dis, OK, vous voulez pas couper vos cheveux, c'est pas grave, mais alors appliquez correctement votre masque. Donc, c'est-à-dire insister sur les longueurs, insister sur les pointes, parce que c'est la partie qu'on néglige le plus. Donc, vous voulez pas couper, c'est pas grave, mais prêtez une attention particulière à vos longueurs et vos pointes. Okay. Et là, vous aurez peut-être moins de fourches, vous devrez peut-être pas couper. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de, comme je dis, au cas par cas, de la personne, si elle entretient vraiment ses cheveux. Mais moi, j'irais par exemple venir tous les 3 mois. J'ai des clientes qui viennent après 6 mois et leurs pointes sont. Il n'y a rien à couper. Et comme je dis, il vaut mieux couper un petit peu à chaque fois que couper peut-être 6 cm parce que vos cheveux sont endommagés. Et comme encore une fois, ça dépend de la pratique. Il y a des personnes qui lissent, c'est des personnes qui se colorent les cheveux. Il faut savoir que quand vous colorez, vous décolorez, ça peut fragiliser la fibre capillaire. Donc, le cheveu est beaucoup plus fragilisé, donc aura plus tendance à se dédoubler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse un cheveu mort? Ça dépend à chaque fois aussi de la particularité du cheveu, de la personne, de son mode de vie, finalement. De son mode de vie, de ce qu'elle mange. Et donc, voilà, moi, je respecte les clientes qui me disent « Ah, j'ai pas envie de couper ». Je dis « OK, tu veux faire un brushing, tu veux pas couper, mais le rendu sera pas aussi beau que ce que tu vois sur la photo que tu es en train de me montrer. Okay. » Donc, je conscientise toujours mes clientes en leur disant « Vous avez le choix ». Et derrière chaque choix, il y a une conséquence. Mais sachez que, OK, tu veux pas couper tes pointes, mais sois hyper assidu sur la manière dont tu vas appliquer les produits. La manière dont tu vas prendre le temps de vraiment... Tu vas pas juste appliquer puis tu rinces. Non, tu vas prendre le temps de bien appliquer les produits sur les longueurs, faire en sorte que le produit pénètre bien, tu le laisses poser, ensuite tu rinces. Et en général, elles n'ont pas le temps. Ça prend trop de temps, donc elles n'ont pas forcément envie. Elles négligent et se retrouvent avec des cheveux peut-être certes longs, mais endommagés. Merci Hélène. De rien. On va clôturer sur ce super conseil. Super. Mais donc, à retenir que c'est au cas par cas, que il faut individualiser, personnaliser, adapter les soins, la façon dont on traite ses cheveux. On retient aussi que pour toi, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur, tout vient de l'esprit, tout vient de comment est-ce qu'on nourrit son cheveu, même spirituellement, apparemment. Très important, oui. Ça a un impact, Et on te remercie, Hélène. Merci à vous. Merci pour votre confiance. C'était super. Merci pour le temps que tu as consacré à notre podcast et au partage, finalement. Tu restes très cohérente. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, de t'être rendue disponible. Merci aussi pour toutes les réflexions, tout l'enrichissement dont tu nous as fait bénéficier. Et donc, nous terminons ce podcast sur ces mots, sur ces conseils. Je remercie également Erika Dovel qui était avec nous aujourd'hui, qui nous a permis également d'avoir un enrichissement très important et non négligeable. C'était donc Parlons peau, parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle, et par extension qui démystifie les cheveux et qui libère la parole autour de ceux-ci également. Et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.